Avez-vous déjà pensé à investir en Afrique pour diversifier votre patrimoine et maximiser votre rentabilité? De 2014 à 2019, j'ai investi plus de 30 000 € en formation, séminaire, coaching pour seulement une seule vente réalisée d'une valeur de 97 €. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Donc aujourd'hui, je suis avec Alain Semevo. Bonjour Alain. Bonjour à toi Maxence. Donc là, on est en direct de Tallinn. Je vais te Exactement. laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va pouvoir échanger sur différents sujets. Ton cursus scolaire, l'entrepreneuriat, le business. Exactement. Parce que tu as fait pas mal de choses au cours des dernières années. Et Exactement. ensuite, une petite partie investissement. On va voir un petit peu tout ce qu'on va évoquer. Je te laisse te présenter. Pour la petite anecdote, tu es résident en Estonie depuis Exactement. 2021. Ouais. Ça fait déjà quelques années. Et tu m'avais découvert la première fois, a priori, sur Internet en 2013. En 2013 exactement. Lors de mon activité de Paris sportif. Bref, je te laisse tout nous partager Exactement. pour en savoir un petit peu plus sur toi et notamment qu'est-ce que tu fais exactement professionnellement aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup Maxence. Merci à la communauté. Donc c'est Alain Semevo. Je suis entrepreneur. J'ai commencé en 2014 que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Je suis d'origine béninoise. Donc, je suis venu en France en 2012 pour mes études en informatique. J'avais déjà eu mon BTS au Bénin et je suis venu en France pour continuer mes études en informatique. Et bon, on en reparlera en détail avec l'Internet parce que je découvre Internet, hein. Je découvre YouTube, etc. Je découvre le monde du business en ligne. Donc, je me suis lancé et aujourd'hui, on a une marque en Russie, en plus, une marque avec des partenaires en Russie. On a une marque de sac à dos en France. Et aujourd'hui, je fais aussi de l'import-export. Donc, j'aide les entrepreneurs, principalement les entrepreneurs africains, à commander en Chine pour leurs projets en Afrique, même parfois des gouvernements aussi. Parce que entre deux business, je suis allé apprendre le chinois en Chine, etc. Donc, voilà, ça m'aide aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, je suis dans l'e-commerce et dans l'import-export et le négoce des matières premières principalement. C'est ce que je fais aujourd'hui. Ok. Et tu as évoqué que tu es né au Bénin. Exactement, oui, je suis né au Bénin. Jusqu'en quelle année tu étais directement dans ce pays? Donc, j'ai fait les 20 premières années de ma vie. 20 premières années, oui, donc du 100%. coup primaire jusqu'au bac, jusqu'au BTS. Donc, j'ai fait mon C'est BTS. comme la France, ça fait école primaire, collège, lycée, Exactement, lycée, et études supérieures. études supérieures, jusqu'à mon BTS. Et c'est après mon BTS au Bénin que je viens justement en France pour continuer mes études. À l'époque, j'ai changé de filière. Je suis passé en informatique en France. Et je suis C'était venu... pour un master? Non, c'était même pas. J'ai repris. Parce que j'ai mon BTS. Donc tu as ton BTS au Bénin, et qu'est-ce qui t'amène spécifiquement en France, du coup? Donc, à l'époque, tout le monde me dit que le métier de l'avenir, c'est l'informatique. Ouais, ce qui était vrai, entre guillemets, en vrai, termes salariat, exactement, mais c'est vrai, un en bon plus. conseil. C'était un bon conseil. J'avais un ami de mon père qui était informaticien dans l'entreprise où mon père était directeur, qui tout le temps, il faut faire l'informatique, c'est trop bien. Développeur, codeur. Voilà, codeur, tout ça. Et à l'époque, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc, j'étais un peu en gestion quand j'étais au Bénin. Comptabilité, gestion, un peu d'informatique aussi à l'époque. On appelait ça informatique de gestion au Bénin, mais il y avait plus de gestion que d'informatique parce que j'avais même pas de PC, tu vois. C'était en 2010. Donc, quand je suis venu en France, je fais la procédure, on appelle ça Campus France, hein. C'est une Campus procédure France, que vous faites un peu comme Parcoursup en France. Et, c'est un échange universitaire ou juste une non, arrivée, c'est une inscription réelle. ok. Une inscription. Et je viens... Bon, ça prend du temps. J'ai fait l'inscription 2 fois. J'ai échoué une première fois parce qu'ils ont refusé mon dossier. J'ai retenté l'année qui a suivi, l'année de mon BTS au Bénin. Et c'est là ils ont accepté. Mais ils m'ont accepté en première année du coup, puisque je changeais de filière. Là, je passais en informatique, tu vois. Donc, je viens en France en septembre 2012. Et c'est là que je vais être... Pour moi, même à l'époque, ce qui est très drôle, c'est que tout ce que j'apprenais sur la France, sur Internet, c'est que l'école est gratuite. Donc, quand moi, je viens en France, je suis persuadé que quand je fais mon parcours, enfin, le parcours, si tu veux, je sélectionne l'école au hasard. Je vois informatique, je sélectionne. Je ne sais même pas, je ne savais pas faire la différence entre des écoles privées et les écoles publiques. Et les écoles publiques ou universités publiques. Donc, moi, je sélectionne. Et le premier jour de l'école, on me dit que c'est 10 000 €. Je dis, mais c'était pas prévu, ça, 10 000 €. L'école est gratuite en France, non? Tu vois. Donc, du coup, là, on me dit que je dois payer 10 000 €. Et je n'ai pas 10 000 €. Alors, comment tu fais à ce moment-là? Du coup, je n'ai pas 10 000 €. Donc, je vais voir la directrice, une dame magnifique. Et je lui dis, mais madame, je n'ai pas 10 000 €. Je ne peux pas payer 10 000 €. Il faut que je les trouve. Mes parents n'ont même pas les moyens parce qu'on a tout basé sur le fait que l'école est gratuite en France. Enfin, l'université est gratuite. La croyance, c'était 100% est gratuit en France. Donc, maintenant, on me dit de payer 10 000 €. Je ne peux pas payer. Et franchement,
La directrice que je salue, si un jour elle voit cette interview, elle me dit, écoute, tu veux payer à la fin de l'année. Donc là, on est en septembre 2012, tu as jusqu'à août 2013 pour payer la scolarité. Et du coup, on me donne 1 an pour la payer. Et du coup, je pense que j'ai fait comme tout le monde, un job étudiant. Vraiment, j'ai tout fait. Distribution de flyers dans le métro. J'ai commencé à donner des cours de mathématiques aussi, parce que j'étais assez fort en maths quand j'étais au Bénin quand même. J'étais assez fort en mathématiques, donc je mettais des annonces sur Le Bon Coin à l'époque, hein, et j'allais donner des cours de maths, donc en parallèle des études. Donc c'était une période assez difficile. J'ai pu économiser une partie. Et tu étais dans quelle ville à ce moment-là? Au Kremlin-Bicêtre. Le Kremlin-Bicêtre, c'est dans le 94. Oui. 94, région parisienne. Okay, région parisienne. Bon, je n'habitais pas là-bas. L'école était dans le 94. Moi, j'habitais dans le 77. Okay. Et j'avais 2h30 pour aller à l'école. 2h30 le matin et 2h30 le soir. Exactement. Je prenais le train de 5h08. J'habitais près de Montargis, pour ceux qui connaissent Montargis, dans le 45. Il y a juste un village qu'on appelle Soupe, et il y avait Montargis à côté, tu vois. Okay. J'habitais dans ce petit village quand je suis venu en France. Donc, je devais prendre 2h30 pour aller à l'école. Donc, le train de 5h08, on arrivait environ à 7h ou 7h30, un truc comme ça, qu'on arrivait à l'école et tout. Donc, à un moment donné, c'était trop. Donc, j'ai pris ma valise. Donc, le dimanche soir, je venais à l'école. Je dormais à l'école toute la semaine. Et le vendredi soir, je retournais à la maison. Et donc, ça me permettait aussi, le fait de dormir à l'école à l'époque, de rattraper mon retard. Parce qu'il faut dire que je vis en France en informatique et c'est là que j'ai mon ordinateur pour la première fois. Tu vois? Donc, c'est en France que tu découvres pour la première fois l'ordinateur. On avait les cybercafés au Bénin, il faut le dire. Mais avoir un ordinateur personnel, il n'y avait même pas la connexion Internet. Au Bénin, à l'époque, en 2010-2009, les cybercafés, c'était hyper cher. Et en plus, la connexion n'était même pas stable. Donc, on regardait un peu seulement les trucs. Donc, c'est là que je viens en France. J'ai une connexion Internet stable et illimitée, etc. Et tout. Et du coup, j'ai mon ordinateur aussi. Donc, il faut rattraper aussi le retard. Parce qu'on est dans une école d'ingé en France et tu as des gens qui ont commencé l'informatique à l'âge de 8 ans, à l'âge de 9 ans, qui ont commencé à bidouiller des choses. Et moi, je suis là, j'ai 20 ans et il faut que je comprenne tout ça et que je sois aussi chaud, en plus des jobs étudiants que je cumulais. Dis-toi qu'à l'époque, j'avais même eu, je sais pas, aujourd'hui c'est plus possible, mais j'étais étudiant, mais j'avais un CDI chez Monoprix. Le samedi. Un CDD. Un CDI, non, un CDI. CDI, ouais, CDI le week-end à Monoprix. Le week-end chez Monoprix. Le samedi et le dimanche, j'étais chez Leclerc. Tu vois que je travaillais chez Leclerc aussi le dimanche. Donc, toute ma semaine, je donne des cours de maths, enfin, quelques jours de la semaine, bien évidemment. Plus le dimanche, j'étais occupé. Plus l'université aussi, il fallait faire. Donc, c'était beaucoup de choses en même temps. Donc là, tu étais en mode 15 heures par jour entre ta propre université, les cours de maths que tu donnes, travailler à Monoprix, travailler à Leclerc samedi et dimanche pour payer ton loyer, ta nourriture et les fameux 10 000 euros que tu es censé donner en août 2013. En août 2013. Après, je ne raconterai pas ici comment on a pu avoir un prêt à la banque. Bref, parce que bon, je ne sais pas s'il y a prescription, mais bon, on a dû faire des dossiers et tout pour quand même avoir un petit prêt à un moment donné pour compenser un peu la somme dont j'ai pu vers la 2e année d'université. Est-ce que tu devais repayer une 2e année à 10 000 et puis il y avait une 3e voilà. Après ça, maintenant, je suis passé en alternance. C'est ça qui m'a sauvé. Ah, d'accord. En plus, ce qui est très drôle, c'est que je ne savais même pas c'était quoi l'alternance à l'époque. Parce que je fais la première année, je paye, j'arrive à payer quand même. La 2e année, j'arrive pas à des petites magouilles à avoir un prêt en passant par un ami qui a fait le dossier pour moi, etc. Donc, lui me reverse après les sous, etc. Et tout. Donc, ça me soulage un peu plus. Et après ça, je reçois un email de l'école qui dit oui, on a ouvert une filière en alternance, etc. Et du coup, j'ai un ami qui m'appelle, me dit Alain, ça c'est pour toi. L'alternance, l'entreprise va payer l'école pour toi. Et pour moi, c'était ça. Elle dit, je travaillais gratuitement pour l'entreprise et elle payait l'école pour moi. Donc du coup, on reçoit le mail en juin 2014. Je pense que le lendemain, je suis dans le bureau de la directrice. Je dis, madame, j'ai vu votre truc et tout, je veux faire l'alternance. Elle me dit, non, il faut soumettre un dossier motivé. Je dis, mais madame, je ne suis pas assez motivé. Alors, là, je suis venu le lendemain de votre email. Je suis très motivé. Moi, même si on ne me paye pas, parce que je ne savais même pas qu'on payait, je fais l'alternance. Donc, je passe en alternance. Est-ce que ça permettait déjà d'avoir l'école gratuite? Déjà, l'école gratuite. Économiser les frais d'inscription. Donc, économiser les frais d'inscription. Et c'est comme ça que, quand je commence les entretiens d'embauche, etc., ça a pris du temps, au moins plus de 6-7 mois. J'ai été embauché finalement. Et c'est là qu'on me dit que j'ai gagné 1 700 euros. Je dis, ah bon? Donc, on me paye en plus. Mais ça, c'est bon. Dit, c'est jackpot. C'est le jackpot. On paye la scolarité, on me paye en plus en alternance. Non, mais moi, c'était le rêve. En plus du
du diplôme que tu allais recevoir. Du diplôme que j'allais recevoir. Donc pour moi, c'était je ne comprends même pas pourquoi les gens ne font pas l'alternance en France. Hein. Je ne sais même pas pourquoi. Et du coup, en plus des jobs étudiants que je faisais, je me retrouvais parfois à 2 500 € par mois. À partir de ma deuxième, troisième année. C'est-à-dire qu'on te payait 2 500 € par mois pour l'alternance? 1700. 1700. À l'époque, en plus. À l'époque, je parle de 2014. Je parle de 2014, 2015. 1700 € net par mois. En plus de toutes les aides qu'ont les alternants. Hein, donc, moitié Navigo, les APL qui passent de 200 à 400 €. Non, mais c'était l'alternance. Là, tu t'es dit, I am the king. Donc, tu vois, donc du coup. Je passe en alternance, je continue un peu mes jobs étudiants quand même à côté, le Monoprix, etc., pour gagner plus d'argent. Et c'est dans cette période, en 2013, que je tombe sur une vidéo d'Antoine BM. D'accord, Antoine BM, une vidéo à l'époque qui parle des arnaques sur Snapchat. D'accord, et il fait une vidéo. Donc ça, c'est la première fois où tu tombes dans l'écosystème des gens un peu sur le web. Exactement, sur le web. Donc Antoine BM 2013, excellent. La première fois, il parle d'arnaque Snapchat. Bon, moi, j'étais sur YouTube, je regardais tout le monde. Je regardais les humoristes, les Jamel Debbouze. Parce que YouTube, pour moi, c'était l'amusement à l'époque. Parce que, bon, après avoir eu des dures journées, bon, on s'amuse un peu le soir. Tu te détends un petit peu le soir, 20-30 minutes sur YouTube. Exactement. Et du coup, il fait la vidéo et il faut dire que Snapchat est venu en France en 2012 à peu près, ou 2011. Ouais, et Snapchat était venu dans cette période. Donc du coup, quand il fait la vidéo, fait 2013, les arnaques sur Snapchat et tout, comment faire attention. Donc moi, je vais regarder. Et c'est une vidéo qui avait fait, je pense, en fin de vie, dans les 700 000 vues, hein, cette vidéo à l'époque. Et je regarde la vidéo. Le lendemain, il fait une vidéo, il parle de growth hacking. Il te dit, ouais, que la vidéo qu'il a fait hier ou avant-hier, que c'était une stratégie, blablabla, marketing. Je dis, attends, c'est quoi cette histoire-là? Il y a un truc growth hacking, tout ça et tout. Donc je tombe sur cet univers, tu connais YouTube. Là, il m'a montré tout le monde. Maxence Rigotier, Olivier Roland, Cédric Anissette. Vraiment, tout le monde a commencé à défiler. Et c'est comme ça que je tombe sur le business en ligne. Ça, on est en 2013. Et pour moi, c'était... Au début, je me suis dit, ah putain, donc il y a une autre vie qui existe. Franchement. Donc là, ça t'a ouvert au monde en te disant, c'est possible de réussir online. Je ne dirais même pas online, parce qu'il faut savoir, bon, moi je viens d'un autre prisme, j'ai envie de dire, parce que je viens du Bénin. Pour moi, les gens riches étaient vieux. Donc moi, dans ma tête, c'est que tu fais l'informatique, tu es assez bon, tu travailles comme salarié jusqu'à ta retraite, et après ta retraite, tu deviens peut-être consultant, un truc comme ça, et tu peux gagner de l'argent, puisque les gens, dans mon entourage, je ne voyais pas de jeunes qui étaient riches. Et là, je tombe sur des vidéos, je vois des gens qui sont... À l'époque, c'était même pas Dubaï, c'était Thaïlande, c'était Indonésie, c'était ces pays-là qui étaient en vogue. Bali, Indonésie, île Maurice. Voilà, qui étaient en vogue en 2013-2014 à l'époque. Donc, et des gens te disent que tu peux faire 5 000 € par mois. Et en même temps, j'avais cette frustration souvent quand j'étais en école d'ingé, parce que, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes en ligne, genre j'étais SDF, non, moi j'étais fort à l'école. Parce que j'ai été un garçon très timide, je ne sortais pas beaucoup. Et je venais d'une famille, surtout de côté maternel, où voilà, ma mère sacrifiait, ma mère a vendu sa maison, sa voiture pour que je vienne en France. Hein. Elle a serré la ceinture pour que je vienne en France. Donc j'avais quand même pas mal de responsabilités quelque part sur moi à l'époque. Et tu es fils unique ou tu as... Non, j'ai un petit frère, on est deux. Ouais, que deux entre guillemets. Voilà, ça, on est une famille nombreuse. Non, c'est pas une famille nombreuse. Et donc ma mère a quand même sacrifié énormément de choses pour qu'on puisse être ici. Donc pour moi, dans ma tête, quand je découvre cet univers du business en ligne et tout, je me dis, mais attends, est-ce que c'est possible? Tu vois? Et surtout, comme je disais, les gens souvent dans le storytelling, on disait, oui, moi je suis SDF, moi j'étais très fort à l'école. Et quand j'étais en école d'ingé, et ça je le dis souvent, j'étais le dernier de la classe avec 15 de moyenne. Les gars, ils étaient chauds. Ah, tout le monde était brillant. Ah, les gars, ils étaient brillants. On était 11 en sécurité informatique. Les gars, ils étaient brillants. Je suis le premier de la classe, devait avoir 18, un truc comme ça. Et moi, parce que moi, je devais me bagarrer aussi avec Monoprix, avec Leclerc, avec les... Donc, je n'avais pas toute mon énergie. Et je suis tombé sur une vidéo de Anthony Nevo. Ouais. À l'époque. Qui était dans des vlogs. Dans les vlogs et tout, au Canada à l'époque et tout. Et je ne sais pas si c'est dans une formation ou quelque part. En tout cas, à un moment donné d'une de ces vidéos, il a dit, si tu n'es pas le premier de ta catégorie, tu crées ta propre catégorie dans laquelle tu seras le premier. Et pour moi, comme je le disais, j'étais assez bon élève quand j'étais au Bénin. Je faisais toujours partie des premiers ou des 3 premiers, etc. Et j'avais cette frustration d'être en France, de ne pas avoir le temps, avec toutes les responsabilités quelque part que j'avais, d'une façon, avec la famille, etc., de ne pas être le meilleur.
je me suis dit, bon, ce truc de business en ligne, là, je pense que peut être le meilleur ici. Tu vois. Et c'est vraiment comme ça que j'ai commencé à regarder toutes les vidéos, tes vidéos notamment, les vidéos d'Olivier Rollin et tous les gars. Moi, c'était la thématique des paris sportifs, mais tu t'intéressais quand même à ce sujet. Je voulais tout regarder parce que il fallait gagner de l'argent. Il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu aussi à cette époque-là. Non, à l'époque, il y avait beaucoup moins de créateurs de contenu. C'était, comme je dis, c'est Olivier, toi, Cédric Anissette. Tami Cabage aussi. Tami Cabage, je l'ai connu beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Tami Cabage, je l'ai connu beaucoup plus tard. Peut-être aussi des Olivier Seban, peut-être. Olivier Seban, oui. Lui-même, voilà. Olivier Seban aussi faisait partie aussi de ceux que j'ai connus. Antoine BM, c'était beaucoup plus le petit. Aurélien Macaire. Aurélien Macaire. Maintenant est fondateur de Système.io. Voilà. Qui a été créé, je crois, en 2018. 2018. Donc, Aurélien Macaire, puisque j'ai justement fait la promotion de Système.io en marketing d'affiliation à une époque aussi où je cherchais le business qui allait marcher et tout. Donc, quand je regarde tout ça, je me dis, je vais tenter le business en ligne. Et un jour, j'ai un ami béninois aussi. C'est à quel moment que tu prends une décision, tu te dis, let's go, je me lance. On est quoi? C'était 2014? Non, mars 2014. Mars 2014. Ouais, c'est là, j'ai un ami béninois, par hasard, comme ça. Je pense que c'est un ami qui voulait aller jouer au foot quelque part. Il m'a dit de venir avec lui. On est tombé sur des gars qui ont commencé à nous parler de marketing de réseau. Que c'était le truc du moment, de marketing de réseau, tout ça, et que tu peux gagner beaucoup d'argent. Donc, on est parti suivre une conférence de marketing de réseau. Et là, c'était en mars 2014. Je me dis, ouais, pourquoi pas? Et c'est là que je mets le pied pour la première fois dans le marketing réel, parce que il faisait le marketing de réseau à l'époque, c'était pas sur Internet, c'était dans la vraie vie. Tu te déplaçais, il fallait des listes de noms, passer dans les maisons même, il fallait passer chez les gens pour organiser des mini présentations pour parler du produit que vous devez vendre. Aujourd'hui, on ferait un webinar ou potentiellement un challenge. Etc. Donc, c'était un peu comme ça le marketing de réseau en 2014. Et avec une entreprise qui s'appelait ACN, et eux, ils faisaient la promotion des box. Les box SFR. Donc ça, démarré avec ACN. J'ai démarré avec ACN. Idem, c'est ce que j'ai fait, mais c'était moi 2009. 2009, ah ouais. Quand j'étais à Lyon à cette époque-là, donc excellent. Je pense que beaucoup de personnes ont été approchées. Ça doit encore exister, peut-être? Non, je ne pense plus. Non, c'est terminé. C'est terminé depuis. Okay. Donc c'est avec ACN justement que j'ai commencé. Il fallait prendre le package à 200 €, 200, je ne sais plus combien euros d'abord, et tout, et après faire la promotion. Donc j'ai commencé, j'ai fait ça pendant au moins 6 mois, mais j'étais un peu gêné parce que le marketing de réseau, tu n'utilisais pas vraiment les produits. Il y avait ce petit côté où tu devais inventer trop de choses. Donc, j'étais pas à l'aise avec ça. Puis souvent, tu dois recommander auprès de ta famille ou des personnes et c'est ça aussi. Qui te connaissent. Et c'est... T'as un peu une vente forcée, puis eux, ils veulent te dire oui pour te faire plaisir, mais ils n'en ont rien à foutre. Et surtout, l'une des choses aussi, c'est que j'ai amené des amis dedans qui n'ont pas pu avoir cette niaque. Ouais. Et finalement, on t'accuse quelque part d'avoir perdu leur argent. Donc, ça a commencé à gâter un peu des relations et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, on va laisser tomber. Et mais mon ami, justement, béninois, qui a continué aujourd'hui, il est multimillionnaire. Il est sur Instagram. Il est au Canada, en Rolls-Royce et tout. Donc, lui, il a réussi quand même. Franchement, il est resté dessus, il n'a pas lâché. Donc, moi, j'ai lâché l'affaire à un moment donné. Et du coup, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Donc, c'est là que je continue à regarder les vidéos. Et là, je vois Anthony Nevo. Bon, je te vois dire, toi, paris sportif, mais je connais rien. J'aime pas le foot, j'aime pas le sport. Donc, je connais rien de ça, me parle pas. Je dis, bon, OK, je vais aller voir. Et Anthony Nevo, à l'époque, lui parlait d'affiliation sur les logiciels. Ce qu'il fait encore jusqu'à présent, hein, les logiciels et tout. Les logiciels de Gviso, des plateformes américaines. Il faisait beaucoup ça. Je me suis dit, bon, je suis informaticien, ça va, la technique me connaît, je peux un peu me débrouiller. Et c'est comme ça que je me lance aussi dans l'affiliation des logiciels, etc. Donc, j'ai fait plein de trucs, mais je ne gagnais pas d'argent. Donc marketing ACN, tu as fait quoi? 3 mois, 6 mois? 6 mois environ, j'ai laissé tomber. Moi, j'ai dû faire à peu près 1 mois. En gros, je me suis pris quelques vents de personnes que je connais et je me suis dit, bon, c'est peut-être pas fait pour moi dans le sens où j'étais pas à l'aise comme toi. Ouais, non, j'étais pas à l'aise. Le côté de, tu dois demander à, logique, les personnes de ta famille, c'est des personnes qui te connaissent. Moi, j'étais pas très à l'aise. Et puis ensuite... quand je me suis pris quelques vents, entre guillemets, je me suis dit, bon, je vais varier un autre business model. Un côté qu'on ne peut pas nier au marketing de réseau, c'est le fait de savoir, d'accepter les refus. Parce que c'est violent. Hein. Complètement. Ah oui, le fait d'accepter les refus. Et ça te forge quelque part en tant qu'entrepreneur. Le fait d'accepter qu'on te dise non, qu'on t'envoie bouler. Et sur l'ego, non mais t'as envie de les taper. Franchement, tu es là, tu te dis, OK,
Mais bon, tu comprends. Donc, c'est eux qui m'ont beaucoup sur le développement père riche, père pauvre. On te donne pas mal de documentation pour te donner le mindset. Donc, c'est avec, quelque part, le marketing de réseau que je découvre un peu ce milieu du développement personnel, hein, avec le marketing de réseau. Et du coup, je vais sur l'affiliation, je teste plein de trucs. Donc, la stratégie à l'époque, c'était de créer du contenu. Tu crées du contenu, tu alimentes, que ce soit via un blog, donc du blogging ou des vidéos YouTube. Mais à l'époque, je n'étais pas encore à l'aise sur les vidéos YouTube. Donc, je crée du contenu. Je lance un site web qui s'appelle newbieentrepreneur.com qui est resté en ligne au moins jusqu'en 2022. Et à l'époque, je découvre Olivier Roland qui parle de blogueur pro. Donc, du coup, je prends la formation aussi. C'était 2014 que tu prends la formation? 2015, là, on est déjà dessus 2015. Hein, tu avais la paye de l'alternance. De l'alternance, qui va dans franchement, dans les formations. J'ai mis énormément d'argent dans les formations. Quoi, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000? Plus. Au démarrage, t'as mis autant? Non. C'est pour dire que... D'accord. En gros, tu faisais le all-in de tête. T'étais tellement choqué d'avoir autant d'argent pour ton alternance que t'as dit, voilà, je vais investir dans les formations. Faut dire que je suis pas quelqu'un de dépensier, je sors pas. Ouais. Oui, donc je gagnais environ, en mode ermite. Voilà, environ 2 000 euros parce qu'à un moment donné, j'ai lâché Monoprix, Leclerc, etc. Mais donc j'étais environ dans les 2 000 euros par mois. L'appartement, le logement étudiant me coûtait environ 500 euros. Je suis pas trop dépensier. J'avais environ quand même 1 000 euros nets. Où tu pouvais investir pour améliorer tes connaissances. Exactement. Donc je pense que Antoine BM, je dois avoir pris 100 de ses formations. Anthony Nevo. Sans formation, tu penses? Oui, parce qu'Antoine BM faisait des formations Antoine à 25 BM, euros. Si tu nous rejoins, à l'époque, tu pourras donner un petit médaillon à Alain. Voilà, il t'a s'il fouille sa base de données. Beaucoup de programmes. Ah non, parce qu'à l'époque, il commençait à 50 euros les formations. Ah oui, ouais, d'accord, il était moins. Oui, c'était 50 euros. Même aujourd'hui, il a 200 euros les formations, tu vois. Ouais, ça, c'est très accessible. C'est très accessible à l'époque. Donc, j'ai pris énormément de ces formations sur plein de sujets. Jean Rivière aussi. Je prenais, j'essayais d'apprendre, je testais. Blogueur pro à l'époque, 2 000 euros. Donc, et comment on l'a pris? On s'est regroupé dans un groupe Facebook pour faire un achat groupé. Pour être quelques personnes. Exactement, quelques personnes pour pouvoir acheter. 2 000 euros à l'époque, quand même. C'était beaucoup en 2015, 2 000 euros. Et c'était pas aussi. Donc là, pour les personnes qui nous regardent, qui sont nouveaux sur le web, aujourd'hui, c'est démocratisé, notamment avec la pandémie, etc. C'est totalement démocratisé. On achète en ligne, e-learning extraordinaire. Exactement. Mais si on se remet. À l'époque, moi j'ai investi dans Blogueur Pro d'Olivier Roland le 28 décembre 2010. Ah ouais. Donc, je peux t'assurer qu'à cette époque-là, très peu de personnes proposaient des programmes et des formations. Et effectivement, 2 000 euros, même encore aujourd'hui, c'est quand même une somme, même si c'est démocratisé, etc. Je comprends tout à fait. Et bravo à toi donc, du passage à l'action. Ah ouais, oui, Blogueur Pro à l'époque. Et Cédric Anissette aussi, QLLR. Tu as acheté aussi. Et on a acheté aussi parce que avec des groupes, on faisait des groupes sur Facebook parce que QLLR était même beaucoup plus cher, je pense, 2005 même à l'époque. Donc on économisait ensemble pour acheter, pour regarder. Donc du coup, j'appliquais, j'ai fait le site web, on a publié une centaine d'articles sur le web, etc. Et ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Je dis, attends, mais c'est... Et là, je teste tout. Là, j'ouvre ma chaîne YouTube. Là, on est en 2016. Hein. J'ouvre la chaîne YouTube. Donc, de 2014 à 2016, tu testes. Donc, marketing de réseau, affiliation, blogging. Voilà. Et à chaque fois, tu t'aperçois que tu n'as pas encore de résultats. Je n'ai pas encore de résultats. Okay. Donc 2016, qu'est-ce que tu te dis? 2016, tu dis quoi? Est-ce que tu te dis, parce que des fois, ça peut arriver, ah, mais c'est de l'arnaque le business en ligne. Non, ou à l'inverse, tu te dis, j'ai peut-être pas les bonnes compétences encore jusqu'à trouver l'équation gagnante. C'est après que je dirais ça, mais franchement, c'est pas peut-être que c'était je pense que c'est aussi mon background, c'est-à-dire mon histoire. Parce que quand tu viens de loin et que tu découvres qu'il y a un autre monde qui existe, franchement, c'est comme dans le film Matrix. Hein. Pour moi, en tout cas, c'était comme ça. Je découvre un autre monde qui existe. Ça chamboule ma tête, en fait. Et je me dis, je veux réussir dans ce monde-là. Et il y avait ce petit côté aussi égo. Je me dis, attends, et j'ai un bac plus 7, je suis ingénieur et tout. Il y a des petits de 20 ans qui vont faire 5 000 euros par mois. Moi, j'ai 27 ans, je ne peux pas faire ça? Ah, c'est pas possible. Soit je suis con, soit... Donc, il y avait ce petit côté... où j'avais cette niaque, tu vois, côté revanchard en disant ce n'est pas possible. Ils ont pas... Chez nous en Afrique, on dit, souvent quand on est petit et que tu ne travailles pas beaucoup à l'école, tes parents te disent, est-ce que le premier a 2 têtes? Tu vois, il n'a pas 2 têtes. Donc tu peux faire pareil, tu vois. Donc pour moi, c'était ça, ils n'ont pas 2 têtes. Tu vois. Et je ne suis pas du tout allé sur le volet ANA parce que j'ai vu des gens grandir dans ce business. Je t'ai vu.
J'ai vu ton parcours, en fait, je t'ai connu en 2013. J'ai vu Antoine BM de ses premières vidéos en 2012. J'ai vu ses vidéos. Tu vois. J'ai vu même les Cédric Anissette là commencer par vendre des Olivier Roland, des Olivier Roland, il était déjà à un niveau. Il était déjà à un niveau à l'époque, en 2012. Il était tombé sur Cédric Anissette, genre, je vends ma place de parking. Il vendait la place de parking. Ensuite, j'achète genre 2016, 2017. Puis les séminaires avec 2000 personnes. Je crois qu'il est monté à 3000 personnes en 2018. 3000 personnes. J'ai vu ces gens-là, en fait, quelque part. Donc, je ne pouvais pas dire c'est une arnaque, puisque j'ai vu leur évolution petit à petit, finalement. Donc, je me suis dit, non, si ça marche pour ces gars-là, c'est que ça doit marcher aussi pour moi. Tu vois. Donc là, on est en 2016. Je teste affiliation. Là, je vais avec Aurélien Macker. Je prends sa formation sur... il avait fait une formation, je ne sais plus si c'était l'affiliation, soit toujours sur le blogging. Je change la vie avec mon blog et tout. Ma vie avec mon blog, son livre. J'ai pris aussi la formation derrière. Je vois est-ce qu'il y a de nouvelles stratégies, etc. Et finalement... je reviens encore au marketing d'affiliation, je prends un coach américain. Là, je passe chez les Américains parce qu'il y a pas mal de contenu américain. Et c'est là le coach américain, à un moment donné, me dit, mec, fais une chaîne YouTube, quoi. Fais une chaîne YouTube et mets des vidéos sur ta chaîne YouTube. Les logiciels que tu fais, au lieu de faire des articles de blog qui prennent du temps, fais des vidéos sur YouTube. Et c'est là je commence les vidéos YouTube à partir de 2016 sur les logiciels justement en affiliation. Et c'est même là que j'ai eu ma première vente d'une dame. C'était sur ClickFunnels, même à l'époque. Une dame qui m'a même appelé au téléphone pour que je lui configure son ClickFunnels. Elle m'a donné 97 €. Donc de 2014... elle achète l'abonnement ClickFunnels parce que tu avais un lien de recommandation. Exactement. Et elle me paye 97 € pour que je l'aide à configurer. Donc elle a vu mes vidéos, elle a regardé... et elle vient me payer, elle me contacte justement après pour dire qu'elle a pris l'abonnement, mais elle ne comprend pas, elle voulait de l'aide à la configuration. Donc c'est là, je gagne mes premiers 97 € en ligne. C'était quoi, fin 2016, début 2016 Fin 2016. Fin 2016. Donc ça faisait déjà 2 ans et demi que tu t'intéressais au sujet. Bah, on a une histoire relativement similaire, avec quelques années d'avance pour moi, parce que j'ai quelques années de plus que toi. Donc je suis né avant toi, mais excellent. Ouais. Donc on commence, mais en parallèle, je découvre le dropshipping en 2016. 2016, oui. En février, avec, comment il s'appelle Laurent Chenot, Sébastien Cerise. Cerise, voilà, avec Cerise. C'était Laurent Chenot, Cerise, voilà, c'était les deux, en 2016, en février. Business Magique ou quelque chose. Magic Business, voilà, Magic Business. C'était en 2000. Et moi, ça m'a parlé parce que je pars en Chine en 2014. Je pars en Chine pour la première fois. J'avais une amie qui m'a invité en Chine parce que c'est une amie d'enfance qui s'est retrouvée en Chine pour ses études. On s'est retrouvés sur Facebook et elle m'a dit qu'elle va en Chine. Je lui ai dit, mais attends, qui va en Chine, quoi? Qu'est-ce que tu es parti faire là-bas? Elle me dit, c'est cool, je parle chinois. Tout. J'ai dit, ah bon, ok. Donc, je pars en Chine et moi, ça me change la vie. C'est que je vois les prix absurdes. Je dis, c'est pas possible. À l'époque, AliExpress venait même de sortir. À l'époque, c'était les téléphones portables Android à 30 €, 20 €. Alors qu'en Europe, on les achetait à 1000 €. À 1000 € et tout. Je dis, c'est pas possible. Donc, pour moi, déjà, même à côté du business, tu vois, j'ai acheté des téléphones portables en Chine que j'envoyais chez moi au Bénin, genre à 30 € et tout, et je revendais à 50 €, 60 €, tu vois. Ah, tu faisais déjà quasiment un x2. Un x2, voilà. Juste en faisant de l'import-export de produits chinois, tu vois. Donc, je commandais sur AliExpress, ça arrivait, on passait par des personnes qui allaient au Bénin et tout, et on envoyait les téléphones, et j'ai un ami qui les revendait sur place à l'époque. Donc, je me faisais un peu... Donc, quand je vois... et pour te dire même qu'à un moment donné, je crée un groupe Facebook d'affiliation à AliExpress et je postais, le groupe est monté jusqu'à 2000 abonnés, enfin 2000 membres à un moment donné, donc je postais des liens et AliExpress donnait des commissions si les gens achetaient, sur les ventes. Ouais, okay. Bon, comme Amazon, tu as un lien affilié en cas de besoin. En un an, j'ai fait 8 €, quoi, mais c'est rien, mais bon, je connaissais. Donc quand je vois Sébastien Cerise qui parle de Magic Business, moi ça me parle direct. Je me dis, ah, ce truc-là, c'est intéressant. Donc, au lieu de faire les groupes Facebook, je vais faire un site web sur Shopify, etc. et vendre des trucs. Mais en 2016, février 2016, et le passage à l'action, je passe à l'action en novembre 2017. Donc, c'est-à-dire que tu passes 18 mois plus tard et pourquoi tu mets autant de temps pour... Non, parce que... Vu qu'en plus, tu étais au courant là pour le coup. Courant, oui, mais... Moi, quand j'ai découvert cette opportunité, donc à cette époque-là, en 2016, j'avais fait 238 000 € de vente de programmes, etc. Donc j'étais à 20 000 € par mois et j'ai failli aller dans le business du e-commerce parce que l'objet brillant, entre guillemets. Exactement, voilà. Mais j'avais encore des zones d'ombre parce que moi, maintenant, je commençais à bien maîtriser la vente de formation, de coaching, etc. Et du coup, si j'avais eu
tes connaissances parce que j'avais été dans un pays et que j'avais vu le truc, peut-être que j'aurais pu migrer en e-commerce, entre guillemets. Voilà. Donc, et toi, qu'est-ce qui a fait que 18 mois s'est écoulé? C'est beaucoup de choses. C'est aussi beaucoup de doutes aussi. Ouais, des peurs, des croyances limitantes, des blocages émotionnels. C'est beaucoup de ça parce que aussi, c'est beaucoup. Je l'ai dit franchement, j'ai mis énormément d'argent dans les formations dès le début. Moi, je me rappelle un jour, un ami m'a dit, Alain, tu as pris les sous, tu as ouvert la fenêtre, tu les as jetés. Littéralement, c'est ce que tu as fait. Mais j'achetais tout. En fait, je voyais un truc, je pense que j'ai pris des formations sur le trading, j'ai pris tout de Tammy Cabage. Ça, c'est vers 2016 aussi, parce que là, j'étais en Chine, même en 2017, j'étais en Chine en 2017 pour... après de 2014, je commençais à apprendre le chinois, du coup, en parallèle de tout ça, hein, de mes études, tout ça. Et... j'ai un très bon niveau en chinois, je passe des examens de langue pour avoir la bourse, donc je pars en Chine en 2017, donc je suis sur le terrain. J'ai un ami qui m'appelle pour me dire, mec, le trading, ça marche, il y a un mec, Tammy et tout, il faut qu'on se lance dans le trading, et j'ai besoin de 3 000 € et tout, donc je dis, ok, vas-y, pas de souci, je prends des économies encore, on met 3 000 € dans le trading, et on fait 30 000 € en moins de 3 mois. Et là, je me suis dit, putain, je suis un génie. Gros effet de levier, j'imagine. Gros effet de levier, je sais pas, on était à 500, un truc comme ça. Mec, on a tout perdu en une journée. Voilà, quand ça tourne mal. Perdu en une journée. Donc, t'es passé de 30 000 à zéro. À zéro, mais vraiment, là, tu vois l'argent fondre comme ça dans tes yeux, comme ça. Tu as envie de pleurer, tu peux pas pleurer. Tu es là, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la plateforme qui nous a éjecté à un moment donné parce qu'on est passé en négatif, tu vois. Donc, dis-toi qu'en 2016, 2017, je vois l'e-com d'un côté, je regarde, mais je ne saute pas encore le pas. Et dis-toi même qu'à l'époque, je suis dans les groupes d'e-commerce, hein, j'interviens. À un moment donné, on a même pris la formation de Magic Business de Sébastien Cerise, toujours en groupe, en faisant des groupes avec des gens sur Facebook. Donc, je regarde toute la formation, je maîtrise tout. J'étais même expert dedans. C'est pour te dire que j'aidais les gens dans les groupes, dans la communauté, mais je n'avais jamais créé de site web. Pour te dire, je donnais des conseils, ça marchait même pour c'était bah oui, ce que tu as dit, l'astuce que tu as donnée, ça marchait. Mais je n'étais pas. Parce que tu avais un niveau de connaissance énorme, c'est juste qu'il te manquait le passage à l'action concrète. Tu vois, donc, et tout ça saupoudrait un peu de doute aussi parce que ça ne marche pas, finalement. Je ne gagne pas d'argent en ligne. Et là, on est déjà en 2017, donc ça, il y a plus de 3 ans que je tente, que je mets des milliers d'euros, que j'achète des formations, que j'achète des choses. Ouais, t'es peut-être à 30 000 € de formation et t'as franchement, fait 1 000 € de vente. Même pas 1 000 €, 97 €. Depuis, juste oui, voilà, 97 €. Après, bon, il y a le passage exceptionnel, trading, où on a fait 30 000 €, on a tout perdu en une journée. Donc des gains fictifs. Des gains fictifs, puisqu'on n'a même pas eu le truc de dire on retire au moins le capital, on n'a même pas fait tout ça, tu vois. Ouais. Donc on a tout perdu en une journée. Donc c'est là vraiment... Je me suis posé, je me suis dit, OK, là, on est déjà en 2017 et je lance. Donc, c'était en 2017 que Tammy fait une conférence à Dubaï. C'est même plus 2017-2018. Il fait une conférence à Dubaï. Et donc, c'était même en 2018. Là, on est toujours en 2017 et je décide, OK, vas-y, tu as testé e-com, tu as testé tout ça n'a pas marché. Et je prends un coaching chez un autre Américain. C'était un coaching à 200 € par mois. Et c'était toujours sur l'affiliation. Et le gars, je lui parle de tout ça. Il me dit, écoute, Alain, ce que tu vas faire, franchement, ça fait 1 an que tu regardes les trucs d'e-commerce et tout. Moi, je te conseille de te lancer dans l'e-commerce. Mais ce que tu dois faire, dès le jour 1, fais des vidéos sur YouTube. Et monte ton parcours. Montre ce que tu fais. Montre tes réussites. Montre tes échecs. Je dis, ah, mais attends, si je ne réussis pas, ça fait un peu mensonger et tout. Et finalement, c'est ce que Yomi a fait, hein. Pour ceux qui ont vu le début de Yomi, donc il y avait des vidéos sur YouTube. Yomi sur Shopify à l'époque. Yomi Denzel, c'est ce qu'il a commencé à faire au début sur YouTube en 2017. Ça s'appelait Yomi sur Shopify. Il montrait un peu ses échecs. Il montrait qu'aujourd'hui on a fait 100 €. Aujourd'hui on n'a pas gagné de l'argent. Donc c'est on a vu Yomi grandir aussi quelque part sur YouTube, tu vois. Et du coup, ce conseil-là, j'aurais dû l'appliquer, mais je l'ai pas fait. Je me suis dit non. C'est un peu le syndrome de l'imposteur. Je n'ai pas de résultat. Mais je vais me mettre sur YouTube et enseigner aux gens. Tu vois, je trouvais ça bizarre. Tu vois, je trouvais ça un peu bizarre, un peu faux. Donc, finalement, je ne l'ai pas fait, mais je me suis lancé dans l'e-commerce. À l'époque, donc, j'ai même arrêté le coaching. Vraiment, il m'a dit, vas-y, il n'y a pas de souci, tu peux arrêter le coaching et tout. Donc, j'ai arrêté son coaching sur l'affiliation et je me suis lancé dans l'e-commerce. Donc, novembre 2017, je lance une boutique, la première boutique Shopify, c'est en novembre 2017. Bon, dès les premiers jours, on fait des ventes, mais on n'est pas rentable. On tourne la boutique jusqu'en 2018.
On est en janvier, février, ça donne un peu, parfois ça donne pas. Je prends un coaching chez un Américain, Justin Sinner, qui me présente dans son équipe un Français qui s'appelle Cyril Ortega. Ok, je connais des noms. Je connais Cyril Ortega qui est sur YouTube aujourd'hui aussi. Donc lui, il m'aide dans le coaching. On fait des résultats pour les premières fois. On atteint même les 2000 € par jour. Et finalement, j'ai le fournisseur qui m'appelle, qui me dit que les produits ne marcheront pas aux États-Unis parce que c'est du 220 volts alors qu'aux États-Unis, c'est du 110 volts au niveau des prises. Donc du coup, on a dû couper la publicité, mais ça fait mal. Donc, avec les remboursements qui vont suivre, les bannissements qui vont suivre, parce que PayPal voit qu'il y a trop de remboursements, etc. Des litiges. Les litiges qui suivent. Donc, tout ça te met dans une situation où, tu vois, un jour, je me rappelle, ma mère m'appelle et dit, mon fils, c'est pas grave, tu vois, laisse tomber. C'est pas grave, tu es ingénieur, tu peux trouver, tu gagnes de l'argent. Là, déjà, tu es déjà salarié, hein, je travaille déjà à la Banque de France, dans une division de la Banque de France. Donc, en parallèle de ton travail, c'est là où tu te lances officiellement voilà, en 2018. 2017, du coup, et jusqu'en 2018, fin 2017 jusqu'en 2018. Donc, je travaillais déjà à l'époque. Hein, j'avais fini même mon parcours en Chine, je suis revenu en France. J'ai commencé à travailler aussi dans plusieurs entreprises comme consultant à la Bourse de Paris, Euronest déjà, et comme consultant là-bas informatique, et après dans une division de la Banque de France, le clearing, on appelle, et après dans une autre entreprise aussi. J'ai fait 3 boîtes en consulting. Donc, au même moment, j'étais à 2340 € net par mois. Ok, excellent. Et avec ça, tu ne quittes pas ton logement étudiant. Hein. Ah non, c'est pas possible parce que tu quittes le logement étudiant. Une location en Ile-de-France, c'est 1000, 1500 €. Ouais, tout ce que tu gagnes en plus, finalement, tu le payes dans ton loyer. Tu le payes dans le loyer. Donc, du coup, mon petit frère, il vient en France, il prend le logement étudiant chez moi avec les APL, je reste avec lui. Je vais dans le logement étudiant, je continue l'aventure et tout, enfin, entrepreneurial. Je me dis, bon, on va quand même tester. C'était quoi, 15 mètres carrés le logement Non, quand même, j'avais un très bon logement, c'était à 27 mètres carrés. 27, est-ce que vous étiez 2 dans 27 mètres carrés? Oui, 2 dans 27 mètres carrés. On était même 4, hein, parce qu'à un moment donné, bon, il y a des amis qui sont là, on partage les trucs ensemble, les charges ensemble et tout. Notamment, j'étais déjà un ami qui travaille avec moi aujourd'hui, qui est en France, avant le podcast, qui est toujours avec moi. Donc, on était dans le logement ensemble, du coup. On a grandi un peu ensemble dans ce monde du business. Donc, du coup, je commence à travailler, je regarde un peu tout ça. J'abandonne aussi un temps, je laisse tomber parce que bon, ça ne marche pas. Tu ne gagnes pas d'argent, ça fait maintenant. Là, on est en plus de 4 ans déjà qu'on est dans qu'on a mis des milliers d'euros depuis 2014 et ça n'a pas donné. On a gagné 97 €. On a gagné de l'argent en e-commerce, mais on a tout perdu en même temps par la suite. On a gagné de l'argent en trading, on a tout perdu aussi par la suite. Donc, bon, il y a de gros moments de doute. Et surtout, j'ai fait toutes les erreurs que les entrepreneurs font. On brûlé les bateaux, donc j'ai démissionné à un moment donné de mon boulot. Je suis revenu prendre le boulot parce que... ils t'ont réaccepté. Non, une autre boîte, bien évidemment, on dégage. J'ai démissionné de mon boulot parce qu'on a dit il faut brûler tout, il faut être à fond. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. En tout cas, moi, je vous dis, ne faites jamais ça, les amis, je vous assure. Donc, du coup, je laisse tomber le boulot, je reviens prendre le boulot en même temps parce que je dis, oups, on a échoué. Donc, il y a tout ce parcours de 2018, de doute aussi. Et là, je te parle jusqu'en 2019. OK. Là, on est toujours en e-commerce. Hein. Et il faut dire pourquoi j'ai tenu aussi longtemps dans l'e-commerce, parce que j'avais toujours ce sentiment de ne pas avoir été à 100% dans tous les business. Parce que pendant de 2014 à 2019, j'ai connu des gens qui ont réussi, que ce soit en affiliation. Je dois dire que j'ai mon ami qui a réussi avec le marketing de réseau. Alors, tu vois, j'ai vu des gens réussir auparavant qui réussissent. Qui ont réussi dans ce business et tout. Même les groupes Facebook. J'ai des gens que j'ai vus dans les groupes Facebook qui n'étaient rien, qui étaient comme moi, qui galéraient, qui à un moment donné ont affiché 50 000 € par jour. Et je me dis, merde. Tu vois. Donc, il y avait tout ça qui était là un peu, tous ces doutes-là. Et je me suis dit, bon, là, on est en 2019. Donc, en 2018, je vais à la conférence de Tammy Kabaj. À Dubaï, du coup, je prends mes dernières économies. Je me dis, bon, là, il te faut quand même, c'était une conférence LFA, il te faut quand même un peu de mindset, etc. Et tout. Donc, je vais à la conférence de Tammy Kabaj. Et là, Tammy nous dit de prendre le micro, de venir sur la scène et de dire ce qu'on va faire. Tu vois. Et c'est là que je dis que je vais continuer l'e-commerce et je vais faire 1 million d'euros cette année, on est en 2018, hein, je vais faire 1 million d'euros cette année en e-commerce, etc. et tout, et que je prends l'engagement devant tout le monde. Donc, t'as mis en plus la vidéo. Quand on a fait l'interview, Tammy l'a montré. Et que je prends l'engagement, que je ne vais pas lâcher, etc. Et du coup, mais malgré ça, ça a pris du temps. Donc, 2018 est passé, 2019. Et 2019, je pense que j'étais arrivé là, on est en avril 2019. Je suis arrivé à un moment où
j'ai un ami à moi, avec qui un Sénégalais, qui a fait un prêt de 100 000 € pour aller aux États-Unis à Harvard. Pour aller à Harvard. Et j'ai dit, mais mec, pourquoi tu as fait ça? 100 000 € pour aller à Harvard? T'es fou! Avec 100 000 €, tu sais, business en ligne, tu peux gagner des millions avec le business en ligne, tout ça. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, mec, écoute, je sais qui je suis. Je ne suis pas né pour être entrepreneur. Tu vois, franchement, il m'a dit le truc, je ne suis pas né pour être entrepreneur. Ce que tu fais là, franchement, je ne peux pas le faire. Tu es déter, je ne peux pas faire ça. Mais je suis là pour être un super salarié. Ces 100 000 €, c'est pour être le directeur d'une grosse boîte. Pour faire ci, pour faire ça. Et vraiment, il était clair. Toi, sa vision était claire. Il sait qu'il peut pas être... Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Et ça, c'est l'une des choses que j'ai compris avec lui. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Moi, je ne peux pas faire ça. Moi, je suis né pour être un salarié. Je suis né pour peut-être gérer les entreprises des autres. Et c'est pour ça que j'ai investi ces 100 000 €. Donc moi, ça me parle. Je dis, OK, faut reconnaître ses forces et ses faiblesses. Ouais. À un moment donné, il faut être franc avec soi-même. Donc je fais cette rétrospection un peu avec moi-même. Je me dis, bon, quand même, tu es informaticien. C'est pas mal. En plus, il me dit à l'époque, et cet ami, justement, il a été embauché après chez BNP Paribas à Londres à 25 000 € par mois. Ouais, donc il a fait un bon investissement d'investir 100 000 €. Du coup, ce qui est rare, il va avoir une valeur de dingue, parce qu'il est payé 25 000 € par mois, 25 000 € par mois à Londres. À Londres. Ouais, donc il doit amener un retour sur investissement de dingue à l'entreprise. Exactement. Donc, et du coup, il me dit, vas-y, apprends les technologies Amazon AWS, t'es informaticien, c'est ultra recherché, prends les certifications d'Amazon. Donc, en 2019, je me pose la question, est-ce que je fais un dernier braquage ou pas? Tu vois, parce que là, il faut braquer la matrice une dernière fois. Franchement, c'était vraiment ça. Je dis, soit je me donne une dernière chance de le business en ligne, soit je passe mes certifications, je fais ma gueule, je deviens un salarié, voilà, c'est pas grave. Ouais, avec une très bonne expertise, et tu aurais peut-être gagné chez n'importe quoi 5 000 € par mois. 10 000 € par mois. Surtout quitte la France, prestataire, quitte la France, va dans d'autres pays, ça paye mieux les ingénieurs dans d'autres pays, etc. Donc, j'hésitais un peu entre les deux. Et finalement, je me dis, bon, on va quand même faire un dernier braquage à la matrice pour voir si on va s'en sortir. Donc là, vraiment, je me suis préparé. J'ai fait un prêt à la banque chez mon frère. J'ai pris les dossiers de mon frère pour faire un prêt à la banque. J'ai prêté 10 000 € chez un ami. J'étais blindé, tu vois, comme dans Commando, tu vois. J'avais toutes les armes, tous les trucs comme dans... Prêt à la banque, prêt auprès de tes amis. J'avais genre 30 000 €. Je me suis dit, bon, on va lancer une dernière boutique en e-commerce. Et en parallèle aussi, j'ai découvert un Américain qui s'appelle Sam Owens. Sam Owens, qui parlait de consulting. Et avec sa formation consulting.com, comment devenir un consultant. Et j'étais tombé sur la formation et j'ai regardé le module Mindset. Et sincèrement, ça m'a retourné le cerveau. Le module Mindset de Sam Owens m'a retourné le cerveau. Il a dit tellement de choses, tellement je me voyais dans tout ce qu'il disait, dans les peurs, dans les doutes, dans tout. Je me suis dit, surtout l'une des choses, et parfois je ne sais pas comment l'expliquer, mais parce que je me suis dit, mais ça fait 5 ans, là on est en 2019, ça fait 5 ans. Il n'y a pas de résultat. J'ai fait 87 € à la limite. Je dirais 87 € que je n'ai pas perdu. Donc, c'est 87 € en 5 ans. Avec des milliers d'euros investis dans le monde du business. Moins de 20 € par an en recettes. Et parce que tous les autres, je les ai perdus en temps. Donc, et Max, Sam disait dans une de ses vidéos que à chaque fois qu'il réussissait quelque chose, il ne savait pas pourquoi, mais il faisait tout pour saboter cette chose-là. Et j'avais constaté qu'à chaque fois que j'échouais dans un business, il y avait une sorte de soulagement. C'est comme si la pression de réussir faisait que, quand ça échouait, je me disais, mais tu vois, ça ne marche pas. Et il y avait un certain soulagement. Et ça, c'est quelque chose qui est très bizarre. En gros, certaines personnes ont peur de réussir. C'est une réalité. Certaines personnes ont peur de réussir. Et ça, si on n'arrive pas à le détecter, tu feras 10 ans dans le business en ligne, tu ne vas pas réussir, tu diras finalement que les coachs sont des menteurs. Donc toi, c'était ce que tu avais. Tu as identifié que tu avais peur de réussir et c'est grâce au module Mindset de Sam Owens que tu as eu cette prise de conscience. C'est un module de, je sais pas si tu connais, c'est un module de 30 heures, c'est des vidéos de 3 heures et il te parle avec des expressions bizarres, danser avec la musique, sont plein de trucs bizarres, tu essaies de processiser tout ça. Et toi, tu savais parler anglais, est-ce que c'était tout en anglais? Tout était en anglais, je me débrouille très très bien en anglais. Et quand il dit ça, franchement, peut-être que c'est autre chose, mais... Ça, ce truc-là qu'il a dit dans une vidéo de 2h15, qui s'appelait, je pense que la vidéo s'appelle
Faire face au diable, Face Off with the Devil, faire face au diable, la vidéo s'appelle, je pense. Et dans une séquence d'à peine 10 secondes, 20 secondes, il dit ce truc-là, je dis, c'est ça mon problème. C'est ça le véritable problème que j'ai depuis 5 ans. Et j'arrive pas à avoir de résultats. Tu vois. Et c'est tout ça qui fait que je me dis, bon, on va faire un dernier braquage. On va mettre tout, on va pas avoir d'excuses. Non, j'ai pas d'argent, mon salaire n'est pas assez. Donc j'ai fait des prêts. J'ai pris, je me suis dit, bon, si ça ne marche pas, au moins je sais que j'ai donné 100% de ce que je pouvais donner. Et ça n'a pas marché. Au moins, je repars du business en ligne en sachant que peut-être que ce n'est pas mon destin si on veut, si on croit au destin. Ah, complètement. Tu t'es dit, c'est peut-être pas le chemin de la suite de ma vie. De la suite de ma vie, voilà. Donc, je laisse tomber. Et c'est comme ça, effectivement, que je lance une boutique en e-commerce et je lance 30 produits en même temps sur Facebook à 50 € par jour. Donc, ça, 1500 € par jour de dépenses publicitaires. Tu vois, à l'époque, là, on est... 1500 € par jour parce que tu as 50 produits. 30 produits plutôt. 30 produits où tu mets 50 € par jour par produit. Par produit, ouais, sur Facebook. C'est vraiment un braquage. Ah, c'est un braquage, comme j'ai dit. Tu fais all-in. Je fais all-in, tu vois. Donc, je fais all-in dessus. Et du coup, premier jour, 1500 €. Tu as quelques ventes qui passent par-ci, par-là. Deuxième jour, ça va. Le troisième jour, il y a un produit fait 9 ventes. Je dis, c'est toi, tu vois. Et c'est là que je prends. Et c'est là que bon, le reste est dans l'histoire, tu vois. Là, je termine le mois de juillet 2019 avec 75 000 € de chiffre d'affaires. Donc, 25 000 €. Août avec 75 000 €. Septembre avec 100 000 € de chiffre d'affaires. PayPal te bloque, Stripe te bloque. Mais là, ça devient des problèmes de riches, tu vois. C'est comme ça que... Tu arrives à avoir quelle marge? Quand tu fais 100 000 € de chiffre d'affaires, il te reste quoi? 20 000 € dans ta poche? Exactement. 15 000 €. On est en France, hein, à l'époque. Ouais. On est en France. Il te reste environ 20 000 € en faisant les fonds de tiroir. Si tu es bon, si tu déclares bien. Ouais, complètement, il te reste dans les 20 000 €. Mais c'est tout ça. Donc là, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai craqué le code. Exactement, j'ai craqué le code, tu vois. Mais c'est après 5 ans que ça a marché, tu vois. Et 2020 a été une année bénie. Coronavirus, confinement, là, on a tapé le million. Et c'est pour ça que quand j'ai écrit à Tammy Kabash à l'époque pour la préface du livre sur l'e-commerce, je pense que dans le titre, j'ai mis j'ai enfin tenu ma promesse, tu vois. Parce que tu avais dit sur scène à Dubaï en 2018, je vais réaliser plus d'1 million d'euros, tout simplement. Après, ça m'a pris 2 ans, quoi. 2-3 ans même. Parce que là, on est en 2021. Tu vois. Ça a pris beaucoup plus de temps. Mais ça en valait la peine. Donc, ce parcours, et parfois, beaucoup de gens me demandent, mais comment tu as tenu 5 ans? Tu n'as pas lâché, tu vois. Et pour moi, en fait, c'était... Quel conseil tu donnerais? Parce que finalement, si je reprends mon parcours 2011, 2012, 13, 14, 15, ouais, j'ai quasiment 5 ans, pareil, où j'ai mes premiers 100 000 €, j'ai mis 5 ans pour faire mes premiers 100 000 € de vente sur Internet. Donc, quel feedback tu donnerais par rapport à cela, vu que finalement, on a un parcours similaire avec un décalage des années. Non, tu sais, c'est toujours le même conseil qu'on donne aux gens et je pense que les gens sous-estiment. C'est la persévérance. Ouais. Et surtout, prenez le temps d'analyser votre personnalité pour savoir est-ce que c'est fait pour vous. Ça, c'est très important. Et ça, c'est mon ami, comme je vous l'ai dit, mon ami sénégalais là, qui m'avait dit, franchement, je ne suis pas fait pour ça. Je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat... Et clairement, 25 000 € par mois aujourd'hui, oui, bon, aujourd'hui, bon choix parce que... Mais à l'époque, c'était un gros pari qu'il a fait quand même. Ouais, je veux dire, très brillant, parce que qui gagne 25 000 € par mois en salarié, ça doit être très très rare. Très rare. Déjà, en tant qu'entrepreneur, c'est quand même relativement rare, entre guillemets. Mais en salarié, c'est encore un level au-dessus. Un level au-dessus, tu vois. Donc, il a fait un gros pari. Mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'il était serein envers lui-même. Il savait qui il était. En quoi il avait identifié, j'imagine, ses forces. Ses forces, voilà. Il a dit ses forces, ses faiblesses. Et il sait que je ne peux pas être un entrepreneur. Et ça, je pense que c'est l'une des premières choses qu'il faut identifier. Est-ce que vous êtes fait pour ce monde-là? Moi, personnellement, je pense que, comme je le disais au début, le background que j'ai, le fait d'être venu du Bénin. Parce que quand je viens, je monte pour la première fois dans l'avion. Et je me dis, quand je viens en France, je me dis, je viens pour tout casser. Le grand saut. Parce que, oui, je viens parce que aussi, j'ai une famille qui a sacrifié beaucoup pour nous. Tu vois, qui a vendu sa maison, qui a vendu sa voiture. Donc, je viens pour réussir. Même pour moi, réussir était devenu salarié. Et là, je découvre qu'avec le monde du business en ligne, franchement, il y a un truc, je disais à un ami, le business en ligne, c'est le cheat code de la matrice. Franchement. Parce que quand tu regardes l'histoire de l'humanité, depuis l'Antiquité, franchement, soit tu étais hyper intelligent comme les Mozart, soit tu descendais d'une famille aristocrate royale, je ne sais pas quoi,
soit tu étais très très bon dans la tchatch, tu vois, pour enfumer les gens, pour pouvoir te faire de l'argent. Sinon, quand tu regardes même en France, ou à l'époque royale des rois, etc. et tout, tu naissais paysan, tu étais paysan jusqu'à la fin de ta vie. Complètement, le tiers-état. C'était ça. Tu finissais là. Et il fallait être très... Donc, quand tu prends quelqu'un de normal, comme moi, j'aime pas forcément le foot. Je ne suis pas forcément quelqu'un de brillant, intelligent, etc. Non, tu vois, je suis dans la moyenne. Je suis en plus quelqu'un de très, très timide. Même pour aller sur YouTube, j'ai pris une formation... Introverti. Ouais. J'ai pris une formation sur comment parler face caméra à l'époque. Parce que je tremblais devant la caméra dans mes premières vidéos. Aujourd'hui, tu es à l'aise. Je suis à l'aise, je fais des conférences, je suis à l'aise, tu vois, je rigole, etc. Mais au début, c'était pas comme ça. Donc, quand tu prends quelqu'un comme ça, impossible qu'il réussisse dans un monde sans Internet. Impossible. Impossible. Là, je comprends. Tu vois, les geeks, aujourd'hui, on a des gens qui jouent à des jeux vidéo et qui sont millionnaires. Impossible sans Internet. Complètement. Le game changer, voilà. Notamment pour l'aspect géographique où tout tourne voilà. À travers le monde. Hein. C'est impossible. Tu vois donc, et je te dis, si les États, ou en tout cas les riches ou les oligarques, comme on les appelle, ou peu importe comment on les appelle, dans les trucs de complotisme, savaient que Internet allait révolutionner le monde comme ça, je te jure, ils allaient couper. Ils allaient couper. Complètement, ils allaient couper. Parce qu'aujourd'hui, l'enfant de pauvre, le paysan, peut devenir multimillionnaire grâce à Internet. Et moi, je pense que quand je quitte mon background de béninois, je vis au Bénin, je grandis là-bas, jusqu'à l'âge de 20 ans, donc j'ai mes premières copines au Bénin, etc. Donc je ne suis pas non plus un gamin. Donc j'ai le cerveau bien constitué, je viens en France, je découvre tout ça. Je n'ai même pas douté une seule seconde. Donc je peux comprendre que quelqu'un qui soit né en France, qui a Internet depuis 2005 ou 2000, et qui a connu le Minitel de Free ou je sais pas quoi, de tout ça, lui se dit non, c'est des conneries. Mais pour moi, c'était la révolutionnaire, ouais. C'était révolutionnaire pour moi à l'époque. Pareil, quand je suis tombé dessus, je me suis pas dit c'est des conneries, je me suis dit c'est révolutionnaire parce que en même temps, j'avais rien connu du passé, donc dans mon esprit, c'était vierge exactement. Et l'opportunité était grandiose. Et pour moi, c'était ça. Donc pour moi, je n'ai pas douté une seule seconde. Donc je pense que, pour revenir à ta question, vous devez savoir qui vous êtes. Ça, c'est primordial. Est-ce que vous êtes fait pour ce business? À partir du moment où vous déterminez ça, formez-vous. Formez-vous, les gars. Franchement, et j'ai mis trop d'argent dans les formations. Et je ne regrette pas une seule. J'ai fait le... Ça serait bien que tu fasses un petit bilan. Oui, c'est vrai. En plus, c'est vrai. Dans la fenêtre de chat, dans la fenêtre de commentaires, combien avez-vous investi? Donc moi, j'ai investi plus de 300 000 € en mois depuis le 1er février 2011. Donc partagez-nous. Oui. Alain, est-ce que tu as fait un petit peu les calculs? Oui, j'ai fait les calculs. Je me suis posé un jour pour faire les calculs. Déjà, les calculs les plus justes de 2021, de 2020 à 2024, c'est plus de 150 000 €. Bon, là, c'est normal, j'ai des sous maintenant, je peux prendre des coachings à 30 000 €. Je peux comprendre, c'est normal, tu vois. Mais j'ai essayé de mettre de 2000, je dirais... 2014 à 2020, jusqu'à ce que tu réussisses. Mais j'ai mis au moins 50 000 €. Ouais. Donc là, c'était à chaque fois plus ou moins un all-in de tes, de mes économies. En fait, je ne suis pas allé en boîte une seule fois en France. Ouais. J'ai commencé à voyager en Europe, c'est-à-dire que je suis venu en France de 2012 à 2018. Je n'ai pas quitté Île-de-France. Je ne suis même pas allé à Bordeaux. Ouais, tu étais vraiment focus boulot. Boulot, c'était métro, boulot, dodo et business à côté le soir. Là, tu devais te reconnaître dans Quitter la rat race de Cédric Anissat. Oui, QLRR. Exactement, tu vois. C'était ça le truc. Et c'est bien après, quand je commence à gagner, je vais République tchèque, je connais maintenant, Espagne, Portugais, tu vois, je commence à voyager. Tu vois. Donc, j'ai mis toutes mes économies et des prêts d'amis, des prêts de famille dans ce business-là. Tellement j'y croyais. Je ne vous le recommande pas. Mais je voulais, en tout cas pour moi. Et surtout, j'avais toujours cette... Même jusqu'à présent, en tant qu'entrepreneur qui, sans fausse modestie, a une certaine réussite aujourd'hui, j'ai toujours l'impression que je ne suis pas à 100%, que je peux encore faire mieux. De toute façon, on va tous devenir une meilleure version de nous-mêmes, un petit peu plus chaque année. Donc, ouais. Donc j'ai toujours ce truc-là où je dis, ouais, t'es à peine à 20%, tu peux faire encore mieux. Et parfois, on est dur avec soi-même. Parfois, je trouve que je suis assez dur avec moi-même, tu vois. Où je me dis que je ne fais pas encore assez. Mais parfois, quand je regarde un peu, je me dis quand même, c'est beau, tu vois. Et c'est quand même un long parcours. Aujourd'hui, bon, pour mon audience et pour ma communauté, pour les gens qui me suivent,
Quand je prends l'avion, tout le monde me reconnaît, tu vois. Quand je suis à Abidjan, le douanier me salue et dit merci monsieur Semewo pour ce que vous faites, tu vois. Et je me dis, en Afrique, quoi, tu es très connu. En Afrique, même en Chine. Hein. Donc la majorité de ton audience te suit depuis la Chine. Depuis la Chine, l'Afrique, oui. Depuis, la majorité. Bon, par exemple, si tu vas en France, est-ce que les gens te reconnaissent? Oui. Quand je suis à à Charles de Gaulle, encore, toute la communauté, parce que ma communauté aujourd'hui, à 95%, c'est les Noirs d'Afrique et de la diaspora. Okay. 95%. D'accord, donc quand je dis diaspora, Chine, Russie, partout, États-Unis, tout ça. Et j'aurai des Français, franco-français, donc des Blancs à 5% environ qui me suivent. Et surtout, ce qui m'a un peu fait truc là, quand j'ai des Blancs qui achètent chez moi, souvent ils s'identifient. C'est-à-dire, souvent c'est des Roumains naturalisés. D'accord. C'est des Italiens. Ils s'identifient par rapport à ton histoire. Exactement, pour me dire que j'ai quitté mon pays pour venir, ça m'a toujours fait rire en fait. Tous les gens s'identifient un peu d'une manière ou d'une autre. Ouais. Donc c'est plus une question de couleur de peau. C'est une question d'identification. Je m'identifie à lui parce qu'il a quitté son pays, il est venu. Donc moi, en tant qu'Italien, j'ai quitté l'Italie, je suis venu en France, je suis immigré quelque part. Et ça m'a toujours fait rigoler. Je me suis dit, ah ouais, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, effectivement, à 95% de ma communauté est une communauté africaine ou afro-descendante en France. Et je suis reconnu partout. La dernière fois, j'ai pris l'avion, j'ai le steward qui m'a reconnu. Ah, merci beaucoup pour ce que vous faites. Est-ce que je peux prendre votre numéro de téléphone, tu vois. Ça me fait un peu plaisir quand même. Donc, je me dis, il y a eu un pas. Ça, c'est la magie de YouTube. La magie de YouTube. D'être vu en vidéo et de créer aussi et de fédérer une communauté. De fédérer une communauté aujourd'hui. Et ça me fait plaisir aujourd'hui. Donc, parfois, on peut être dur avec soi-même, mais on voit qu'on a l'impact. Franchement, j'ai des gens qui te disent que grâce à tes vidéos, tu as changé ma vie. Même des gens qui n'ont pas pris mes formations. Un jour, j'étais à Abidjan et j'avais organisé une rencontre abonnée. Comme ça, dans un restaurant, on allait se voir rapidement et tout, parce que bon, je n'avais jamais fait ça. Et il y a une dame, elle m'appelait partout, elle m'a écrit sur Facebook, sur Instagram, partout. Je me dis, attends. Et je lui dis, mais attends, ok, vas-y, une fan là. Et elle vient, fait tout possible. Elle dit, monsieur Semewo, je dois absolument vous rencontrer. Je dis, ah bon? Elle dit, oui. Et effectivement, elle est venue à cette rencontre, elle me dit que oui, que j'avais fait une vidéo sur YouTube sur comment lancer une publicité sur Facebook. Et qu'à l'époque, elle travaillait dans une entreprise à 150 000 francs CFA. Donc, on est à 250 € par mois environ. Et qu'elle a regardé la vidéo YouTube. Et qu'elle s'est dit, mais attends, elle peut proposer de la publicité Facebook aux entreprises dans Abidjan. Et qu'aujourd'hui, ça a changé sa vie. Je dis, ah bon? Juste une vidéo comme ça que j'ai fait sur la publicité Facebook et qu'elle voulait me remercier, franchement. Et aujourd'hui, elle fait des conférences dans toute la Côte d'Ivoire. Elle est spécialisée Côte d'Ivoire. Spécialisée Côte d'Ivoire, spécialisée publicité Facebook. J'étais choqué. Je dis, ah bon, donc nos petites vidéos que nous faisons impactent et changent des vies. Ouais. Franchement, ça change des vies. Parfois, c'est pour ça que moi, j'ai quelque chose, je me dis, quand je tourne, je la sors. Il y a des vidéos que j'aime pas. Parce que je trouve que j'ai peut-être un peu trop bégayé, j'ai peut-être parlé un peu trop rapidement, parce que j'aime pas le son, j'aime pas le ton de ma voix, je la sors quand même. Parce que même si c'est une personne, ça va changer sa vie. Très bon mindset. Et c'est comme ce que j'ai dit avec Sam Ovens. Il a fait une formation mindset, enfin le module mindset était plus de 30 heures de vidéo, il n'y a que 15 secondes qui m'a fait réaliser que voici le problème que j'avais. Donc, quand tu publies, tu tournes, tu la publies. Même si le son est mauvais, tu la publies. Ça peut changer la vie de quelqu'un. Merci Alain. Est-ce que, donc en 2020, tu as dit 1 million d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce, etc. pendant la pandémie. 2021, 2022, 2023, 2024, là on est en 2025. Là on est en 2025 aujourd'hui. Mais... Qu'est-ce que tu as développé? Parce qu'aujourd'hui tu as plusieurs projets, donc continue le storytelling, l'histoire. Donc dites-nous dans les commentaires si vous avez apprécié, cliquez ce petit bouton là et qu'on va poursuivre le storytelling d'Alain. Si vous êtes jusqu'ici, c'est que vous avez apprécié et rappelez-vous, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, persévérez, ajustez sur le chemin. Continuer et évidemment vous allez réussir, c'est une question de temps et aussi de réfléchir quel est le bon véhicule. Donc, peut-être que vous c'est le e-commerce, peut-être que vous c'est le coaching, le consulting, peut-être que vous c'est la vente de formation, peut-être que vous c'est XYZ choses, logiciels, services, etc. etc. Et c'est ça qui est important, donc d'identifier ses forces aussi pour connaître sa personnalité et savoir sur quel pilier on souhaite poursuivre l'aventure. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir en vous formant. Donc on s'est arrêté en 2020, on continue la suite jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, en 2020, meilleure année, on a fait
On a fait plus d'1 million et ça s'est fait en 3 mois. Hein. On a passé là-bas les 300 000 € par mois sur des anti-moustiques aux États-Unis et dans le Moyen-Orient. Et on a fait des beaux chiffres. Après, j'ai lancé des sacs à dos. On est en 2021, 2022. Ça, de très beaux chiffres. On a fini 2020 à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et tout, et c'est là, 2022, qu'il y a eu la douche froide. Donc 2020, fin 2020. Parce que je suis venu en Estonie en juin 2020. Juin 2020, tu es venu en Estonie 2021. Juin 2021, ouais, donc juste après le deuxième confinement mondial. Le deuxième confinement, exactement. Parce que là, 2020, belle année pour moi. Donc 2019, ça a très bien marché. 2020, très belle année aussi. Et on lance en Allemagne. Décembre, on fait 245 000 € de chiffre d'affaires en Allemagne. 245 000 € de chiffre d'affaires en Allemagne en décembre 2020 sur des bots divers, etc. Et tu sais, l'expert comptable me contacte, oui, tu sais, il faut qu'on commence à faire le bilan de l'année, blablabla, etc. et tout. Donc, on est en e-commerce, tu as des charges, on est environ à plus de, si tu es très bon, 30% de bénéfices, d'accord, ouais, sans parler des impôts des gens. Pour 1 million, il te reste 300 000 € de marge avant impôt. Et là, du coup, on est déjà dans les 100 000, même dans les 85 000 €. Maintenant, il y a les impôts qui vont passer, la TVA, tout ça qui passe, beaucoup de trucs qui passent dedans. Et là, Alain, tu reçois la petite enveloppe Trésor public, service public français. Et là, on te fout une amende. Mais c'est même pas une amende, genre les impôts à payer, des trucs comme ça et tout. Ah, je regarde, je ne crois même pas. J'appelle le gars, je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, mais c'est comme ça, c'est ce qu'on doit payer en France. Oh. Et là, et en plus, l'école est payante. Avec toutes ces charges que je dois payer. Parce que l'école est payante maintenant en plus. Même l'université pour les étrangers est devenue payante totalement. Même l'université publique, ce qui était gratuit à l'époque. Et là, je me rappelle que il y a Maxence qui nous parle d'Estonie. Déjà, au début, c'était Hong Kong. Donc, j'hésitais. OK, tu crées une entreprise à Hong Kong, tu es à Malte. Donc, j'ai appris d'informations sur Hong Kong et Malte. J'avais appris ça au début. Donc, je regardais ça un peu de loin. Après, tu as commencé à parler de Estonie et tout. J'ai dit, ouais, Maxence parle d'Estonie. On va finalement aller prendre la formation quand même pour voir de quoi il parle. Et au même moment, tu sais, dropshipping, Dubaï, UK. Donc, j'avais pas mal d'options que les gens me proposaient aussi à l'époque. Andorre aussi. Et finalement, je me suis dit non, on va aller sur Estonie parce que c'était la rapidité. En 1 semaine, c'est fait. Donc c'est là, je me dis, OK, je vais aller en Estonie. Et là, on est déjà en 2021. Hein, là, l'été 2021, tu dis, let's go. Je prends le programme formation expatriation en Estonie et je m'expatrie dans la foulée. L'une des choses aussi qui m'a fait très peur, pourquoi j'ai payé énormément d'impôts en France. Et tu sais, quand tu démarres un peu, il y a beaucoup de choses que tu ne déclares pas parce que tu ne gagnes pas encore d'argent. Et surtout, moi, je voulais faire tellement bien les choses parce que j'avais peur, parce que je me suis dit, tu es étranger en France. Ouais. Si ça merde, toi, on va te taper plus dur que les autres. Tu vas te bouffer plus dur que les autres. Donc, j'ai appelé mon comptable, j'ai dit, mec, on déclare tout. Tout. Tout ce que je n'ai pas déclaré avant, on déclare tout. Je veux quitter la France. La tête, tu vois, dégagée, où je sais que je ne dois rien. Donc, on reprend. J'ai même fermé une entreprise. On a refait les calculs. On a refait tout. On a tout déclaré. Donc, j'ai dit, au moins... Là, tu as payé une grosse note. Oh, une grosse note. On a payé une grosse note et tout. Et je me suis dit, au moins, je peux... Donc, c'est pour ça que ça a pris un peu de temps. Et en juin, justement, je suis venu en Estonie le 14. Je pense que c'est... En tout cas, le deuxième lundi du mois de juin. Ça doit être le 14 juin, un truc comme ça. 2021. 2021. Ouais, d'accord. Okay. Et comme tu l'as dit, hein, avant de venir, j'avais vu avec des agences pour... le booking d'appartement. Je suis venu le lundi, le mardi, j'étais à la police. Le jeudi, le titre de séjour est sorti. Le vendredi, j'étais chez LHV. Et le lundi, j'étais estonien, quoi, entre guillemets, tu vois. Donc, en 1 semaine straight, c'était plié, tu vois. Tu as la nationalité béninoise, mais tu as une autre nationalité française, oui, j'ai la nationalité française. Tu as la double nationalité. C'est pour ça que c'est... Parce que si tu as vécu le Bénin, tu aurais certainement été refusé, je pense. Beaucoup plus compliqué. Bon. Ou peut-être accepté, mais il y a un certain quota. Quota, oui, parce que j'ai eu... ton passeport français égale européen, voilà. Union européenne, donc Union européenne, let's go, c'est beaucoup plus simple. Donc, j'ai fait les procédures et je suis venu officiellement en Estonie en juin 2021. Et après, j'ai fait tout ce que tu as recommandé dans la formation, s'inscrire chez les Français expatriés d'Estonie. On a tout fait et tout. Et voilà, donc je suis en Estonie depuis 2021. Et en parallèle aussi, j'ai développé d'autres activités en parallèle justement, parce qu'avec les vidéos YouTube, etc., et mon expérience sur la Chine,
on a développé le négoce avec l'Afrique. Parce qu'on a une forte audience africaine, donc sur les matières premières africaines, on a développé des programmes dessus. On est aussi dans ce domaine aujourd'hui maintenant. Donc, on fait de l'import-export de l'Afrique vers le monde, donc tout ce qui est denrées alimentaires, etc., de l'Afrique, dans les matières premières africaines. Avec un de mes partenaires, on le fait dans le monde entier, notamment Pakistan, Inde, Brésil. Surtout, nos clients sont beaucoup plus dans ces trois régions. Et après, c'est avec mon expérience chinoise. J'avais même une deuxième chaîne YouTube où je disais aux gens comment aller en Chine, comment étudier en Chine, etc. C'était quand j'étais étudiant en Chine. Et j'ai fait une vidéo sur la Chine, ça a explosé. Et les gens ont commencé à me dire, Alain, amène-nous en Chine. On veut acheter. Là, tu as eu des centaines de milliers d'Africains qui t'ont demandé différents conseils pour Exactement. Je veux faire la même chose que toi en Chine. En Chine, etc. Et ça, c'était 2021, 2022. Là, on est déjà même en 2023. Hein. Donc, malgré le conflit Ukraine-Russie. Oui, malgré le conflit Ukraine-Russie. Voilà. Okay. Donc, vers 2023, on a lancé un programme avec la Chine, justement, où on accompagne les entrepreneurs africains en Chine pour leurs achats, pour plein de choses. Et bon, comme je parle aussi la langue, que je connais très très bien la Chine depuis maintenant. Tu parles chinois? Je parle aussi chinois. Ah, donc, anglais, français, chinois. Voilà. Il y a un dialecte au Bénin ou pas? Bon, il y a nos langues. Tu pourras nous faire une petite démo après qu'on rigole un coup. Il y a toujours nos dialectes aussi du Bénin aussi qu'on parle. Donc, ma mère est d'une ethnie Yoruba, mon père est d'une autre ethnie Fon. Donc, je parle un peu les deux, etc. Donc, voilà, il y a toujours des dialectes. Bon, c'est peut-être pour ça que, je sais pas, mais quand j'étais à l'université en Chine, on disait que les Africains apprenaient beaucoup plus rapidement. Je sais pas si c'est parce qu'on a d'autres langues aussi, parce qu'on apprend le français aussi à l'école au Bénin. Ouais. Plus nos dialectes aussi locaux et tout. Je pense que chaque Béninois doit parler au moins deux ou comprendre. Parce que en Afrique, tu as combien de pays qui parlent français? 14. Côte d'Ivoire, Togo, Bénin, Nigeria? Non, Nigeria, c'est anglais. Après, donc les 14, tu les connais? Oui, Burkina Faso, Tchad, Mali. On a aussi Guinée. On a aussi Gabon, Congo démocratique, Centrafrique, Tchad notamment, Cameroun. Tu vois, voilà, donc on a quand même 14 pays francophones. Excellent, donc gros vivier. Bon, la francophonie aujourd'hui, se repose principalement sur l'Afrique aujourd'hui. Principalement. C'est pour ça que maintenant, même dans le dictionnaire français, on commence à intégrer des mots africains, enfin, du français d'Afrique, si tu veux, dans le dictionnaire Robert aujourd'hui. Parce que c'est le gros pool aujourd'hui, c'est en Afrique au niveau de la francophonie aujourd'hui. Okay. Donc du coup, 2022, donc tu lances officiellement ce projet donc avec la Chine. Avec la Chine, oui. Ok. Et là, j'imagine que tu dois certainement déployer un stock. Et peut-être d'avoir un fonds de roulement pour le développement nous faisons deux choses avec la Chine. Explique-nous le business model. Nous faisons deux choses avec la Chine. La première chose, c'est les commandes pour nos clients. Donc, on a pas mal de personnes aujourd'hui qui se basent sur notre expérience du terrain en Chine pour commander. Ça peut être des commandes même pour l'armée. Ça peut être des commandes pour tel ministère pour acheter des tracteurs, par exemple, pour développer une région, l'agriculture dans une région en Afrique. Ça peut être des commandes de particuliers ou d'entreprises privées en Afrique aussi qui nous passent des commandes pour qu'on les aide dans leurs projets. Donc ça, c'est le premier volet que nous faisons avec la Chine. Et le deuxième volet, c'est ce qu'on appelle le China Business Trip. Donc c'est un voyage qu'on organise. On amène les entrepreneurs maintenant africains en Chine. C'est une sorte de tourisme industriel, où on passe dans les industries, on leur montre tout ce qui se fait sur le terrain en Chine, comment les produits sont créés, comment nouer des partenariats avec les usines en Chine pour développer leur business en Afrique, pour créer des lignes d'assemblage ou même bouger même des industries finalement, hein, et qui vont recruter dans leur pays, dans leur business, etc. Donc voilà, c'est les deux volets que nous faisons aujourd'hui entre la Chine et l'Afrique aujourd'hui dans ce domaine-là. Donc import-export et voyage business. Et là, au cours des 12 derniers mois, tu arrives à faire quel chiffre d'affaires avec quelle marge sur ce business-là? Sur ce business-là, sur l'import-export, donc le sourcing, on a fait plus de 150 000 € de bénéfices. Ok, excellent. Bénéfices sur ça. Sur le voyage, on a fait plus de 600 000 € de chiffre d'affaires. On est à 50% de charge aussi à ce niveau. Donc environ 300 000 €. 300 000 € de marge brute. Je dirais même net. Parce que, marge, ok. 300 000 € de profit, excellent. En Estonie, tant que tu ne sors pas, tu fais rien. Et tout, donc, on est à peu près sur cette volet-là. Après, on a maintenant une formation aussi. Où on enseigne aux gens comment eux-mêmes faire le business que nous faisons.
finalement, c'est-à-dire acheter en Chine, devenir ce qu'on appelle un intermédiaire, tu vois, ou bien créer une centrale d'achat, c'est ce que nous on est aujourd'hui. Donc on cumule les achats et tous les commandes et on passe les commandes en Chine, etc. pour nos clients. Donc on a lancé une formation aussi sur le sujet qui, en un an, on a fait aussi près de 400 000 € avec cette formation. C'est une formation en ligne, totalement en ligne. 400 000 € avec cette formation aussi en un an. D'accord. Maintenant, au-delà de ça, j'ai mes marques qui sont lancées. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le dropshipping pur et dur parce que c'est fatigant. Et beaucoup de blocages aussi à ce niveau. Le dropshipping, c'est très bien pour commencer. Très, très bien pour se lancer dans l'e-commerce. Tu n'as pas de responsabilité tant que telle. Tu n'as pas de, de gestion de stock. Tu n'as même pas de stratégie branding à penser en profondeur, etc. Donc, il est indéniable, le dropshipping, c'est la meilleure façon de commencer l'e-commerce aujourd'hui. Et même dans 50 ans, ce sera la meilleure manière. Parce que nous, on a lancé une marque de A à Z en Russie. Et je peux vous dire, les amis, c'est compliqué de lancer une marque. D'abord, on a passé 1 an et demi à créer un compte Instagram dans la niche dans laquelle on voulait lancer notre marque. Parce que je te raconte, hein, c'est avec la guerre en Russie, entre la Russie et l'Ukraine, beaucoup de marques françaises ou de marques étrangères ont quitté la Russie. Et du coup, on a remarqué qu'il n'y avait plus de tampons ou de serviettes pour les femmes. À un moment donné, il y avait une pénurie dessus. D'accord? Parce que j'ai eu la femme... étudié le marché, et donc là, gros besoin. Gros besoin, donc on a lancé les culottes menstruelles en Russie. Mais avant de le lancer aussi, et peu importe ce que les gens peuvent penser des femmes russes, c'est quand même aussi des femmes aussi très timides, très réservées sur certaines choses. Même si dans les films, on les décrit comme des femmes fatales, etc. Et tout, alors que dans la réalité aussi, des femmes quand même il y a une certaine pudeur quand même chez les femmes russes et tout. Donc du coup, pendant 1 an, on a dû éduquer via Instagram, créer une communauté pendant 1 an et demi, jusqu'à 30 000 abonnés. On a un peu fait semblant de dire qu'on a créé une marque ensemble pour faire participer la communauté, alors que nous, on l'avait déjà prévu depuis et que c'était déjà là dans les cartons. Tu vois, c'était déjà dans les cartons. On travaille avec l'usine en Chine depuis 1 an, justement. Et ça qui est formidable avec les Chinois, c'est qu'ils nous ont soutenus, quoi, l'usine. Ils nous ont serré la ceinture parce qu'on a dit c'est un nouveau marché pour vous. Il y avait une seule marque en Russie qui faisait les culottes menstruelles. Donc, on était littéralement les deuxièmes sur le marché. Donc, on a travaillé le branding. Donc, il faut faire parfois même des conférences. Il faut créer une communauté, en fait. Donc, lancer une marque de A à Z, c'est difficile. Aujourd'hui, on est arrivé à un palier où on est rentable, mais sans plus. Donc, on essaie de pousser encore parce que, notamment, Facebook est parti, tout le monde est parti de la Russie, même Instagram est parti, donc il n'y a que des gens sous VPN. Donc, ça impacte beaucoup parce que vous n'avez plus la puissance. Quand on est en Russie, Facebook, Insta, on ne peut pas avoir accès, non, on peut pas sauf si on met un VPN, pour etc. Voilà. Non, c'est impressionnant, ça a vraiment été verrouillé. Dans tous les canaux de publicité sont verrouillés, donc vous n'avez que les influenceurs. Le SEO n'est pas développé, c'est pas la mentalité russe, le SEO n'est pas développé là-bas, tu vois. Donc, il faut trouver maintenant d'autres stratégies. Donc, aller beaucoup plus dans le physique, contacter les grandes enseignes un peu comme Sephora, tu vois, des trucs comme ça. Donc, voilà, c'est un autre... ça, c'est la vraie vie, en fait. Tu vois, c'est pas le dropshipping. Donc, finalement, on dit plutôt le dropshipping, c'était cool, hein. Ah, c'était très cool, le dropshipping, parce qu'on ne faisait pas tout ça. Tu dois penser toute une stratégie de marque derrière. Tu vois, le branding, le logo, l'histoire que vous devez raconter, etc. Donc, c'est compliqué, mais ça se fait. Et aujourd'hui, on a une certaine rentabilité en Russie qui est assez modeste, mais on est dans les 3 premiers sur le marché aujourd'hui. On sait que tôt ou tard, on est en train d'éduquer le marché, ça avance, les gens achètent, la qualité est magnifique, etc. Donc, on avance. Et c'est pour ça que je gagne moins d'argent, dans toute honnêteté, je le dis, je gagne moins d'argent que ce que je faisais en dropshipping. Mais en dropshipping, on est parti à un niveau où on avait 10 boutiques qu'on gérait en même temps. Et ça, tu as mis en stand-by? Moi, j'ai tout posé à un moment donné. Ça, t'as arrêté? J'ai arrêté. Et pour quelle raison t'as arrêté, vu que c'était un business à cash flow? Non, mais c'est fatigant aussi. Ouais, d'accord. Quand t'arrives, franchement... toutes les commandes à gérer, les fournisseurs, les processeurs de paiement, c'est surtout ça, en fait. Le support client, etc. Exactement, c'est-à-dire que c'est fou de couper un business qui fait truc là, qui génère du cash flow. Mais à un moment donné, il y a ta santé mentale. Et il y a aussi le fait de gagner de l'argent. Tu dois faire un choix. Et moi, je dis toujours, le dropshipping, c'est très bien pour commencer, mais à un moment donné, vous devez lancer votre marque. Et du coup, on a fait le lancement de la marque
en Russie sans dropshipping. Et aussi, j'ai lancé aussi une marque via dropshipping en France, donc les sacs à dos. Que j'ai lancé en France justement parce que ça a été un des produits que j'ai beaucoup vendu en e-com. Donc j'ai trouvé une usine en Chine. On a travaillé ensemble, on a même signé un contrat d'exclusivité sur le marché français, etc. On a lancé la marque en France aussi qui s'appelle MAH. Vous pouvez taper, vous allez trouver ça sur Google, MAH. Vous tapez, vous allez trouver. On fait de très très beaux sacs d'ailleurs. Même si je n'ai pas d'exemplaires ici, je vais vous montrer. On fait de très très beaux sacs. Et donc on a lancé ça en collaboration justement avec l'usine en Chine qui m'a beaucoup aidé dessus. Et ça m'a permis de me retirer un peu plus du dropshipping pur et dur parce qu'à un moment donné, quand vous avez 10 boutiques à gérer, vous avez les bannissements tous les 2 jours. Facebook vous bloque, PayPal te bloque. Et du coup, tu te remets à acheter des comptes Facebook, acheter des comptes PayPal. À un moment donné, tu es dans un état de panique générale. C'est que tu ne dors pas bien parce que tu lances une publicité, tu espères qu'on ne va pas te bloquer. Et c'est ça le dropshipping. C'est que plus tu scales, plus tu as beaucoup de problèmes. Malheureusement, c'est pour ça que très rapidement, tu dois te passer sur un truc en marque où tu as ta marque. Tu gagnes moins d'argent. Soyons honnêtes. On gagne moins d'argent. Clairement, on gagne moins d'argent. Mais par contre, c'est périn, stable et durable dans le temps. Ah oui. Dis-toi qu'aujourd'hui, on arrive à faire du 10 000 euros sans publicité, sans rien. Enfin, littéralement, il n'y a pas une seule publicité qui tourne sur mon site. En plus, je n'ai même pas le temps. Donc, du coup, c'est là, mais ça génère. Parce qu'on a travaillé dessus. C'est encore en mode dropshipping. Et surtout, là, actuellement, j'ai même fait des... J'étais à Villepinte, là, au truc là, à la fois maison et objet. La dernière fois, à Villepinte, pour exposer mes sacs, justement, à Villepinte. On a exposé nos sacs là-bas, donc pour trouver des distributeurs, pour vendre les sacs maintenant dans les magasins physiques. Donc, on est en communication avec 6 personnes aujourd'hui. Et j'ai aussi une amie pakistanaise avec qui je suis allé à l'école en France, dont la famille a 30 magasins physiques, donc de boutiques physiques où ils vendent des habits, des sacs, etc. Eux, on va commencer à distribuer les sacs dans ces magasins-là. Donc, c'est beaucoup plus une stratégie, je dirais, moins agressive que le dropshipping, beaucoup plus long terme pour moi. Et ça me permet aussi aujourd'hui, je pense que je suis l'un des rares e-commerçants aujourd'hui qui peut dire que j'ai des sacs qui sont dans des magasins physiques, où je participe à des foires. La dernière fois, j'étais l'année dernière à la foire en Allemagne pour trouver des distributeurs. Donc voilà, c'est des choses qu'on fait. On gagne effectivement, moi on n'a pas les gros chiffres de je fais 1 million comme ce que je faisais avant, mais c'est beaucoup plus simple. Ouais, et surtout, tranquillité d'esprit, valorisation de l'entreprise. Exactement. Voilà, valorisation on travaille beaucoup sur le SEO, notamment à ce niveau. On a des stratégies de TikTok, mais beaucoup plus organiques parce qu'on veut mettre la force sur l'organique. Parce que vendre une marque e-commerce ou vendre une boutique e-commerce à un moment donné, c'est ça qu'on regarde, c'est pas la publicité. On regarde si ça tient tout seul. Complètement. En SEO, etc. Ou est-ce qu'il y a une bonne image de marque? Et là, on veut changer aussi de stratégie. On est en train de commander du stock pour avoir du stock sur Paris. Et même les distributeurs, c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, ouais, c'est cool, mais c'est en Chine, le stock. Donc déjà, le prix que vous nous donnez, il faut que nous, on mette aussi la livraison dessus. Et surtout, les magasins physiques, ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir un stock, je dirais, qui n'est pas très loin d'eux. Parce que, bon, si ça doit prendre 1 mois pour être livré alors qu'il n'y a plus de stock dans le magasin, chez ton distributeur, c'est très compliqué. Donc voilà, donc on discute actuellement sur tout ça pour avoir du stock sur Paris, pour les distributeurs et aussi pour notre site web. Tu vois. Donc c'est les projets sur lesquels je travaille actuellement en parallèle de tout ce que je fais à côté. Magnifique. Donc aujourd'hui, si on résume, en 2025, donc tu as ta marque e-commerce. Exactement. Tu as des programmes de formation, j'imagine, pour permettre aux entrepreneurs de développer leur marque e-commerce. Exactement, on a e-com, business aussi avec la Chine. On a même un programme, bon, c'est même pas un programme, c'est pas un programme en ligne, mais un programme de bourse, parce que j'ai été boursier pour la Chine. Donc, avec des partenaires chinois, on aide tout le monde à aller en Chine avec des programmes de bourse et tout. Donc, on aide les parents, ceux qui veulent aller étudier en Chine. Moi, j'ai étudié en Chine. Et ça a été l'une de mes meilleures expériences. Parce que quand j'ai fini mes études en France, je suis quand même allé en Chine pour étudier la langue. Pendant 1 an, ça a été l'une de mes meilleures expériences. Toi, tu parles chinois couramment? Couramment. Je me débrouille. Ouais, on va dire que tu as un niveau intermédiaire. Mais ça va, sincèrement, je communique sans problème avec un chinois sans problème. Il n'y a pas de... Ça va.
Donc Alain également, tu as un livre. Donc là, vous voyez, on est dans la même maison d'édition avec Alain. Donc, est-ce que tu peux, si on arrive à l'afficher avec grand plaisir, tu seras Alain, toujours avoir un exemplaire avec toi. Sincèrement, j'ai même plus d'exemplaires. J'ai mis ma propagande, les amis. J'ai mis ma propagande directement ici. Donc du coup, c'est le guide du e-commerce. Donc on a la même maison d'édition Jigji. Est-ce que tu peux nous partager à quel moment le livre a été publié? Je crois que c'est plus ou moins il y a un an, exactement. Ouais. Donc c'est la date, tu sais, moi c'est le 9 octobre 2023. 9 octobre 2023, nous on a lancé le livre, c'est en 2024, c'est le 7 février 2024. Ouais, donc quelques mois, ouais, je me souviens que c'était relativement proche après moi. Proche, oui, voilà, c'était en février qu'on a fait le lancement. Donc, le guide du e-commerce. Le guide du e-commerce, qui est best-seller sur Amazon. Tu as fait quoi, 1000 exemplaires? 1000 exemplaires déjà. Ouais. Okay. Et ce qui m'a même choqué, parce que après la période de lancement, c'est que le livre, je pense qu'on avait fait 300-400 exemplaires, mais en un an, quand même, le livre s'est vendu tout seul. Je n'ai plus jamais communiqué dessus. Et malgré ça, les gens, ils achètent. Mets-le dans tes vidéos YouTube maintenant. Je t'assure. Franchement, je n'ai jamais, après la période de lancement, je n'ai plus jamais communiqué sur le bouquin. Et malgré ça, et même moi, quand Jigji, la maison d'édition, m'ont fait le rapport, j'étais choqué. J'ai dit, ah bon? Donc, il y a des gens qui achètent. Alors que j'avais tous les doutes, je me suis dit non, jamais quelqu'un va acheter ce livre, etc. Mais ça se vend très bien, on a des retours magnifiques. Parce qu'au début, on peut dire, ok, c'est la communauté qui a supporté, oui. Mais des démarrages comme moi. Comme moi, ensuite, la communauté supporte. Mais après, l'algorithme Amazon te met en avant. Exactement. Et c'est les personnes qui sont intéressées par ce sujet. Ils achètent et tout. Et franchement, très très bon livre, assez court, ça va droit au but. C'est un livre sur l'e-commerce, donc un peu de théorie aussi, beaucoup de pratique derrière, parce qu'on a mis pas mal de masterclass derrière où les gens peuvent aller regarder ces masterclass et tout. Ça nous a ramené aussi même des clients. Et des gens qui ont lu, qui sont venus prendre les formations après, j'étais même choqué aussi. Et on a eu beaucoup de retours énormes, des retours sur Instagram. Les gens ont dit, j'ai lu ton livre, j'ai lancé ma boutique. Et des choses, on n'y croit pas même soi-même, parce que, tu sais, malgré tout, on a tous ce syndrome de l'imposteur, malgré tout. On se dit, mais attends, mais ils ont lu, ils ont compris et tout. Ils ont aimé, tu vois. Ils ont aimé et tout. On est 4,7 ou 4,6 sur Amazon, quoi. Je dis, ah bon? Et dès que moi, c'est pas ma communauté, quoi, qui a commenté. Et ça fait plaisir. Ça veut dire que je pense qu'il y a une des choses qu'on partage, c'est d'apporter énormément de valeur. Énormément de valeur. Et c'est des choses que j'ai appris chez toi, dans tes vidéos, parce que, comme je t'ai dit, je t'ai vu depuis 2013. Tu as consommé pas mal de contenu. Exactement. Bravo à toi. Depuis 2013, tu vois. Quel conseil donnerais-tu à Alain de 2010 ou 2012, si tu es de revenir en arrière? Ça permettra, justement, s'il y a certains d'entre vous qui se lancent aujourd'hui, d'avoir des feedbacks et des conseils personnalisés sur Let's Go. Si je devais revenir 15 ans en arrière, entre guillemets, t'es au Bénin avant de franchir le pas en France et tout ce que tu as accompli depuis cette période, qu'est-ce que tu dirais? Franchement, c'est d'avoir moins peur et surtout de foncer et de ne pas lâcher trop rapidement. Parce que j'ai beaucoup abandonné. Comme je l'ai dit, tout marche, les amis. Franchement, tout marche. L'e-commerce marche, le trading marche, le blogging, la bourse, tout marche. Et je les ai presque tous essayés. Et à chaque fois, je fais 3 mois, je fais 6 mois, je ne vois pas les résultats, je laisse, je change de business. Comme si tu pratiquais un sport pendant 3 mois ou apprendre une langue étrangère. Si vous apprenez le chinois en 3 mois, une fois par semaine ou n'importe quelle langue étrangère, vous n'allez pas avoir un niveau. Exactement, vous allez l'oublier à chaque fois. Donc, le fait de sauter de business en business, etc., et de voir, parce que comme je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de gens dans les groupes Facebook qui ont réussi dans ces business-là. Dans ces business. Et je pense que la décision, c'est cette décision que j'ai prise vraiment sur le tard, vers 2018, en disant, je vais me donner à 1000% et ne pas lâcher ce business. Donc franchement, les amis, si j'avais en tout cas un conseil à me donner à l'époque, c'était de moins sauter de business. Avoir moins l'objet brillant. Voilà, de me focaliser sur quelque chose et de me donner à 100% sur cette chose-là d'abord. Et toujours avec des feedbacks. Quand on dit, les Américains parlent de feedback loop. C'est-à-dire, tu fais l'action, tu regardes la réaction, tu corriges le tir. Parce que faire la même chose et ça ne donne pas le même résultat, à un moment donné, il faut se poser des questions aussi. Et c'est cette question que je me suis posée d'une certaine manière.
et en me formant justement. Et je le dis pour vous, surtout parce que formez-vous. Parce que moi, je n'ai pas eu de problème avec la formation. Je me forme un peu trop. Hein. J'ai mon expert comptable me dit non, t'abuses. Je vois, non, c'est bon. Là, ce qui est bien, c'est que tu investis massivement en toi. Exactement, voilà. Tu vois. Et je me rappelle quand mon ami m'avait dit à l'époque, tu as pris l'argent, littéralement, tu l'as jeté par la fenêtre. Je me rappelle, je lui ai dit, tu sais, on gaspille tous de l'argent quelque part, finalement. Tu vois, on gaspille tous de l'argent quelque part. Toi, tu es parti au cinéma, tu as acheté un écran plat, tu as acheté ta voiture et tout. Tu vois, c'est cool, hein? Mais finalement, bon, tu n'en avais pas besoin aussi. Donc, moi, je préfère gaspiller cela dans des connaissances que j'ai. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. J'ai appris tellement de choses. Tu crées ton propre actif, qui est ton meilleur actif, investir en soi. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai tellement de... Parfois, même, on sous-estime les compagnies. Toute mon équipe, c'est moi qui les ai formés en tout, même en closing, en tout. Tu vois, toute mon équipe, en plus, parce qu'à l'époque, quand j'ai migré mon équipe de la France vers le Bénin, j'avais embauché les gens sur 2 critères. La disponibilité et l'envie d'en prendre. Franchement, je n'ai pas embauché des gens parce qu'ils savaient dire c'est quoi le business en ligne. C'était vraiment la disponibilité parce que je leur ai dit, les gars, je t'appelle à 2 h du matin, tu décroches. C'est tout. Tu vois, je sais que c'est militaire, mais je ne dors pas, tu ne dors pas. Mais en même temps, je ne fais pas de micromanagement. À partir du moment où tu montes en compétence, tu me verras même plus. Tant que le boulot est fait. Donc, mon équipe à Cotonou, je ne les stresse pas. Ils viennent quand ils veulent, ils partent quand ils veulent. Mais quand on a un lancement, tout le monde est là jusqu'à 6 h du matin. Ouais, donc là, tu as vraiment fédéré une belle culture d'entreprise. Exactement. Donc, tout le monde est chill, ils font leur truc. Et surtout quand je suis en Chine pendant 4 mois dans l'année et que je suis sur d'autres business, ils sont là à s'amuser. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent et tout. Mais quand je viens, ça se remet au boulot et ça charbonne, quoi, tu vois. Donc, je leur ai tout enseigné par moi-même. Tout ce que je savais. Parce qu'au début, même les montages vidéo, je les faisais par moi-même au début. Mais après, quand tu commences à passer à un autre niveau, tu dois recruter des monteurs, etc. Donc, tout ça, j'ai enseigné ça à mon équipe moi-même. Donc, lorsque vous vous formez, vous développez des compétences, surtout dans le monde de l'Internet. C'est des compétences qui sont hyper valorisées. Hyper valorisées. Et je le dis encore, Internet, ça a été le cheat code de la matrice. Franchement. Si nos dirigeants, ou je ne sais pas, les gens qui pilotent ce monde le savaient, ils l'auraient coupé depuis. S'ils savaient à quel point ça allait changer la vie des gens, ils l'auraient coupé depuis. Donc profitez-en jusqu'à ce qu'ils coupent ça. Jusqu'à le blackout. Jusqu'au blackout, ça, moi. Alors également, est-ce que tu investis ton cash? Et si oui, donc moi personnellement, j'investis immobilier en Estonie. J'ai une villa au Costa Rica, 2 achats-reventes à Dubaï, crypto-monnaie, donc Bitcoin et Ethereum, or, Nasdaq, donc bourse US, etc. Oui. Est-ce que toi aussi, tu commences à te constituer un patrimoine et surtout, tu as des revenus passifs issus de ce patrimoine ou tu continues d'investir en soi? Donc le premier investissement, moi, que je fais toujours chaque année, c'est toi-même. Investir en moi. Ensuite, j'investis dans mon business. Donc ça, c'est vraiment les recommandations. Donc investissez en vous. Ouais. Ensuite, investissez dans votre business. Et ensuite, vous investissez pour vous découler des revenus passifs. Exactement. Et avoir un patrimoine. Et c'est comme ça qu'on va atteindre la liberté financière en quelques années, quelques décennies, en fonction du rythme qu'on choisit. Mais de manière générale, notamment si on est sur le web, entre 5 à 10 ans, c'est suffisant pour être millionnaire, multimillionnaire, en fonction de là où vous démarrez aujourd'hui. Effectivement, aujourd'hui, j'investis, mais principalement sur 2 canaux. Bon, il y a déjà moi-même, comme tu l'as dit, donc je ne compterai pas parce que là, c'est un peu abusé même. Là, c'est bien, 180. Ah, tu vois, viens te me rattraper, je suis à 300 000. Qui dit mieux? Voilà. Donc, j'investis effectivement beaucoup sur moi-même. Actuellement, même, je suis en train de penser à une formation sur la structuration d'entreprise. Ouais. Un truc qui va me coûter 25 000 €. Donc, depuis, je réfléchis, est-ce que je passe le pas ou pas? Donc, je réfléchis pour 2025, mais c'est vraiment l'une des choses que je vais mettre en place parce que l'équipe grandit. Aujourd'hui, il y a plus de 8 personnes au Bénin, 2 personnes au Togo, 2 personnes au Sénégal, une équipe de 6 doigts parce qu'on est déjà 3 en Chine. En plus, on veut faire 5 recrutements en Chine. Ça commence à faire beaucoup. Et là, tu as aussi un niveau international. Exactement. Différents pays. Différents pays. Donc, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Dans le groupe WhatsApp où je mets le groupe WhatsApp de l'entreprise, il y a 18 personnes. Et maintenant, il faut rajouter les prestataires. Donc, ça commence déjà à faire beaucoup dans tout ce beau monde-là. Donc, je me suis dit, 2025, on va beaucoup plus structurer ça parce que pour le moment, malheureusement, je vais vous dire la vérité, je suis encore un salarié de mon business.
Ouais, tu as énormément d'opérationnel. Exactement. Je ne suis pas encore passé au niveau où je peux me détacher à 100%. Je n'ai pas encore eu de vacances depuis 2020. À ce point-là. Oui, d'accord. Okay. Je n'ai pas encore eu une semaine. Parce que parfois, j'essaye, hein. Mais au bout de 2 jours, je dis non, c'est pas possible. Donnez-moi mon téléphone portable. Il faut que je réponde à des emails, quoi. C'est pas possible. Tu vois. Oui, il faut que je fasse quelque chose. Je pense que tu as aussi l'addiction inconsciente liée j'arrive pas à lâcher le truc. Tu vois. Voilà, j'arrive pas à lâcher le business. Donc, je me suis dit bon, j'ai des problèmes de structure. Donc, c'est l'investissement que je ferai cette année. Au-delà de ça, j'investis beaucoup plus en Afrique. Ouais. Parce que l'immobilier, pour moi, aujourd'hui, là où on peut faire du x100, c'est en Afrique, hein, littéralement. Pour moi, en tout cas, littéralement. x100, tu penses? C'est une crypto-monnaie, du coup, l'immobilier. J'exagère un peu, mais franchement... Tu peux faire genre un x10 assez facilement. Oui, dans l'immobilier. Par exemple, quel serait le pays ou le top 3 des meilleures destinations pour investir en Afrique, selon toi? Aujourd'hui, il y a la Côte d'Ivoire, qui est le pays le plus dynamique en Afrique de l'Ouest. C'est vraiment la Côte d'Ivoire, qui est très, très dynamique, pour ceux qui connaissent, et dont l'immobilier est même très, très cher. Hein. Souvent, on dit Abidjan, c'est Paris, quoi, parce que c'est hyper cher. C'est plus cher que Tanine? Oui, quand même, je pense que c'est plus cher. D'accord, donc grosse... L'immobilier est plus cher. Gros dynamisme, Abidjan, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Il y a le Bénin aussi. Ok. Cotonou. Ou même d'autres villes. D'autres villes aujourd'hui. Ouais. Par exemple, je te dis, moi, j'ai acheté un bien, bon, c'est un terrain, hein, en 2021, à peine à 1500 €. Tu vois, 1500 € le terrain ou 1500 € le mètre carré? Non, pas le mètre carré, le terrain. Hein, 1500 € le mètre carré. Un peu loin, c'est à 30-40 minutes de Cotonou. Ouais, d'accord, 30-40 minutes de Cotonou, à 1500 €. Aujourd'hui, on a déjà fait du x10 dessus. Il y a un moins de 5 ans. Tu vois, en moins de 5 ans, on a déjà fait du x10 dessus à l'époque. Donc, ça se développe bien. Les Airbnb, par exemple, tu vois, au Bénin, c'est un carton. Tu vois, c'est vraiment un carton à ce niveau-là. Et je pense que pour gagner dans l'immobilier locatif, en Afrique, franchement, parce que tellement les choses sont mal faites, il suffit juste d'avoir une décoration de fou, mais vous êtes top 1 sur Airbnb. Oui, il y a tellement... le niveau est tellement bas que vous faites juste un tout petit peu. Un logement normal, on dit « Waouh !» Oui, mais franchement, le niveau est tellement bas parfois que vous faites un tout petit peu, vous êtes à... Voilà, des années-lumière devant toute la concurrence. Devant toute la concurrence. Il y a juste 4 murs et 3 tôles. Et je peux te dire que tu trouves des appartements à 100 € par jour, des Airbnb à 100 € par jour, alors que le SMIC est à 75 € et qui sont bookés tout le mois. Avec mon partenaire, on a fait un truc à Lomé, un truc locatif Airbnb à Lomé. C'est-à-dire on a juste loué un appartement qui nous coûte 150 € par mois, qu'on a mis maintenant sous-loué en Airbnb. Sous-location courte durée. Sous-location courte durée, mais on fait du 1500 € par mois. Ouais. Et vous avez fait un peu de déco ou... Oui, on a fait en gros, tu as mis la déco pour faire quelque chose qui donne envie. Qui donne envie, avec une décoration un peu africano-occidentale, c'est-à-dire un peu de l'art africain en plus, avec une commodité aussi très occidentale. Donc les gens se retrouvent quand même. Donc on a beaucoup d'expatriés qui viennent louer pour 1 mois, 2 mois. Et pour eux, ça ne coûte que bon. On le fait à combien? À 35 000 francs CFA, 50 € par jour. Il y a des gens qui louent sur 2 mois. Ouais. Tu vois. Et parfois, on augmente même un peu le prix pour voir et quand même ça prend. Et derrière, on a, bon, comme je ne suis pas à Lomé, je laisse ma voiture là-bas. Donc, j'ai un chauffeur qui est là à plein temps. Et du coup, quand les gens viennent, ils prennent la voiture aussi en même temps à 50 € par jour dessus avec le chauffeur. Donc, et là, c'est juste un bien. Si tu as 2, 3, 4, 5 comme ça, tu peux vraiment faire... Après, on peut se dire en France, c'est même le même prix. C'est 50 € par jour, 100 € par jour. C'est à peu près les mêmes choses. Tu vois. Donc, après, c'est des appartements, des grands appartements. Du coup, toi, un grand focus... d'investir en Afrique. Exactement, d'investir en Afrique. Tu as le réseau, les contacts, exactement. Tu connais comment ça se passe et forcément les rentabilités sont dingues. Sont beaucoup plus intéressantes. En tout cas, pour moi, elles sont beaucoup plus intéressantes. Et surtout, comme il y a beaucoup de choses à refaire en Afrique, c'est un Eldorado. D'accord, c'est vraiment un Eldorado. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à importer et beaucoup d'idées business à importer, à implémenter. Donc, c'est très intéressant à ce niveau. Et à part ça, il y a la bourse en fait. J'ai mis all-in. Par exemple, tous mes revenus d'Estonie, c'est sur la bourse. Donc, quand tu dis bourse, c'est un ETF ou c'est des actions... Des actions des entreprises avec Rémi. Donc, on a mis en place... Rémi de Touchis-Varenne, voilà. Okay. Voilà donc, tu
tu fais pas un ETF, tu sélectionnes. On sélectionne le stock picking, voilà, du stock picking aujourd'hui. Voilà. J'imagine que tu connais un minimum le sujet, comme tu avais fait la formation. Exactement, on avait fait la formation avec Rémi aussi. Tammy Cabage à l'époque. J'ai fait aussi le coaching. Marché US ou tu fais d'autres industries? On a même la compagnie des eaux de Tallinn dans nos stocks. Donc c'est un peu partout. C'est une stratégie vraiment très diversifiée, antifragile et qui aujourd'hui, franchement, délivre du 15-20%. Hein. Et moi, j'étais même choqué. Avec une volatilité quand même faible Quand même faible, franchement. Ouais. Et au début, ton compte qui est fait comme ça? Non, pas du tout. Et tu sais, je vais voir mon compte IBK une fois par mois. C'est juste pour imprimer le relevé, l'envoyer à l'expert comptable, quoi. Je fais pas plus. Je ne regarde même pas. Je veux même pas regarder. Mais tout ce que c'est qu'on a fait plus de 20%. Je me dis, c'est pas mal. Tu vois, donc aujourd'hui, vraiment, tout mon investissement principal, c'est sur le marché. J'ai abandonné les cryptos. Peut-être que j'ai pas. Raison, t'as aucun Bitcoin, Ethereum, aucune crypto. Pour quelle raison? C'est intéressant d'avoir. J'ai perdu, trop perdu dessus. Moi, ça m'a saoulé. J'ai laissé tomber. Parce que ça fait de l'effet de levier. Non, même pas. J'ai même laissé. Mais il faut dire que je suis venu dans les cryptos un peu trop tard, donc tu prends un prix haut. Ah oui, ouais. Ce que je veux dire, c'est que t'as investi au sommet. Voilà, donc tu viens, ça m'a découragé. Après, à un moment donné, on a parlé des NFT, donc on a pris aussi. Après, ils ont tous perdu leur valeur. NFT, c'était entre guillemets de l'arnaque. Voilà. Donc, par contre, Bitcoin, si tu fais que Bitcoin, tu vois, il y a eu le nouveau record le jour de Trump à $109 000 le 20 janvier. Le 20 janvier, effectivement, il y a eu des records à ce niveau et tout. Donc, il y a des choses, mais jusqu'à présent, à un moment donné, ça m'a saoulé. Je pense que c'était en 2022, j'ai revendu tout. Toutes mes cryptos, j'ai dit, vas-y, je quitte dedans. J'ai pas le mindset pour les cryptos, on verra après. Tu vois. Non, mais aujourd'hui, quand même, j'ai peut-être une popular opinion. Donc, une opinion impopulaire, c'est quand même garder du cash. Ouais. Garder beaucoup de cash ce soir. Je sais que toi, tu es à peu près à 100 000 € de cash que tu gardes. En trésorerie. Moi, je garde beaucoup plus. Pourquoi? Parce que il y a eu des situations que j'ai expérimentées où quand tu as trop d'argent, notamment dans l'immobilier ou dans d'autres actions ou dans d'autres investissements où tu ne peux pas les sortir tout de suite, parfois il y a des coûts de la vie qui arrivent où il faut sortir du gros montant en même temps. Des problèmes personnels, des trucs où à un moment donné il faut sortir 50 000 € tout de suite et tu les as pas. Ah, je comprends. Tu vois, moi, je les ai en crypto, du coup. Oui, après, tu vends les cryptos ou tu vends... Bon, moi, j'ai pas de crypto, donc j'ai de l'IMO. Et du coup, tu es obligé de brader parfois des choses. Ouais. Et du coup, moi, j'ai eu une situation qui a fait que je me suis un peu calmé sur le fait de garder l'inflation. Je me dis non. Ça m'a traumatisé, direct. Je me suis dit non, je vais garder quand même un peu de cash. En tout cas, avoir une réserve de cash assez conséquente pour les coups durs. S'il y a des choses qui arrivent dans la vie. Tu peux investir sur IBKR, Interactive Broker à 3%. Exactement. Ou du cash. Un fonds de roulement. Et si il y a une baisse ou des opportunités d'investissement, tu as du cash pour le faire. Exactement. Et si tu as un imprévu, évidemment, tu te retrouves pas dans la merde ou avoir un stress. Parce que j'ai aussi connu un ami comme ça qui s'était expatrié à l'île Maurice avec beaucoup d'investissements. Hein, et sa femme est très malade. Et il a fallu, en une journée, prendre un avion médicalisé. Ça a coûté 100K. Et il l'a sorti. Mais ça l'a mis à terre pendant quelques mois. Ouais, je comprends. Tu vois, quand tu sors 100K comme ça, cash, parce que ta femme est en train de mourir. Et que après, ça a été un coup dur pour lui. Mais il y a des immeubles, mais tu ne peux pas les vendre en 2 jours. C'est pas liquide. L'immobilier, c'est pas liquide. C'est pas liquide tout de suite. Tu vois, et quand j'ai connu tout ça avec des problèmes personnels que j'ai eu, je me suis dit, il faut garder du cash quand même. Il faut garder, peut-être les mettre en francs suisses. Hein, Après, si tu as, par exemple, je te donne mon exemple. Donc, or, je peux retirer du jour au lendemain. Ouais. Bourse, je peux retirer du jour au lendemain. Crypto, je peux retirer du jour au lendemain. Exactement. Mais en fonction de la configuration du marché, ça peut être compliqué pour moi si on est dans un down. C'est le mauvais moment de retirer, mais je peux quand même retirer. J'ai plus d'1 million d'euros en crypto. Mais je comprends. Donc, mais sache que donc moi, j'ai un raisonnement en 3 temps. J'ai mon flux de trésorerie. Donc, est-ce que j'ai plus de futures recettes que de dépenses? Donc, moi, il est toujours positif. Numéro 2, j'ai quand même mes 100 000 € de trésorerie pour faire face à un coup dur. Et numéro 3, j'ai 1,5 million entre crypto, or, bourse qui sont liquides. Ouais, c'est ça. Ou
je peux retirer, donc évidemment en fonction de la configuration, donc si j'avais vraiment un cataclysme dans ma vie, je pourrais retirer peut-être soit dans un bon moment ou un mauvais moment, mais j'ai quand même du cash. Exactement. Et après, l'immobilier, là je suis d'accord avec toi, que ce soit Dubaï, Costa Rica, Estonie, là non, j'ai des millions, mais ils sont bloqués dans la pierre, dans des murs. C'est ça qui m'a ralenti un peu sur l'investissement immobilier. Franchement, ça m'a un peu ralenti sur l'investissement immobilier. J'ai dit, ouais, quand même. Est-ce que ça a été des erreurs aussi? Parce que quand tu commences à gagner beaucoup d'argent, surtout en tant qu'Africain, il faut construire. Il faut acheter la pierre ne ment pas. Donc tu commences à acheter des terrains partout. Il faut que tu fasses ton Monopoly. Exactement. Tu commences à acheter partout, des terrains par-ci, en Afrique, tu vois, et après tu te dis, il faut te calmer un peu. Et c'est, tu vois, même la bourse, je suis venu à partir de 2022. En bourse, c'est quand j'ai rencontré Rémi Juppy. Si tu as démarré quand ça a bien baissé, tu as eu un point d'entrée direct aussi. Exactement, positif. Voilà. C'est là que j'ai démarré. Voilà, c'est là que j'ai démarré, que j'ai laissé tomber les cryptos. Et du coup, donc aujourd'hui, j'ai une stratégie aujourd'hui quand même assez solide sur la bourse, et j'ai une stratégie de 20-30 ans, quoi. Ouais. Je suis pas pressé. C'est un peu notre retraite quelque part. Je suis pas pressé dessus. Je pense mettre 150 à 100 cas par an en bourse pour démarrer, pour voir un peu quand même. Si tu fais 150 000 euros par an, on va faire très simple, à 10% en moyenne par an. Au bout de 30 ans, tu auras, j'imagine, des dizaines de millions d'euros. Exactement, des dizaines de millions d'euros quand même. Au bout de 20-30 ans, oui. Ouais. Et c'est ça l'objectif pour moi aujourd'hui. Tu vois, donc parce que je me suis dit, même l'immobilier, je peux investir en bourse sur des fonds sur des trackers immobiliers, quoi. Aujourd'hui, c'est ça se fait. Et je n'ai pas le locataire à gérer, je n'ai pas... Tu vois, l'agence à gérer. Également les réparations, l'entretien. Ça, c'est un certain coût. Ouais, je me suis posé un jour, je me suis dit non, la bourse. Je ne veux plus me prendre la tête. Le business me prend assez la tête déjà. Non, je ne veux plus me prendre la tête. Merci Alain. Donc, pour finir sur une dernière question, donc là plus liée au recrutement. Donc moi, j'ai l'intégralité de mon équipe technique qui est au Bénin, ouais. À Cotonou. Et quelque chose qui me frappe positivement avec l'Afrique, et j'ai aussi donc j'ai 2 assistantes, mais une assistante plutôt de vie normale à Madagascar, et une autre assistante de direction qui est en Estonie. Et ce que j'apprécie avec l'Afrique, c'est l'aspect on travaille, on est loyal, on est là pour s'il y a besoin de faire un effort additionnel, on le fait, etc. Ouais. Donc quelle différence observes-tu entre la culture européenne, donc tu connais l'Estonie, la France et l'Afrique, quelles sont un petit peu les choses qui t'ont surprise en Europe par rapport à l'Afrique? Partage-nous un petit peu ton retour, et puis après donne-nous un petit... j'aimerais impressionner lundi les membres de mon équipe en parlant le dialecte béninois. Si tu pourras nous dire un petit bonjour, comment ça va, merci, au revoir. Oh non, je ne pourras pas retenir. En ta langue. Juste tu le diras dans le podcast, ça sera marrant, parce que si on a des béninois qui nous écoutent un jour, ça sera un petit clin d'œil. D'accord, ok, pas de problème. Et donc, effectivement, comme je le disais, j'ai bougé aussi mon équipe de la France. Tu dis, c'est quoi toutes ces charges, tous ces gens qui coûtent cher et en plus qui ne veulent pas vraiment travailler? Exactement. En fait, il faut dire aussi que la différence déjà entre les deux marchés, c'est que le marché européen est un marché très mature dans le business en ligne. Tu trouves, quand tu cherches un monteur vidéo, un assistant marketing, etc., c'est des gens qui ont une compétence avérée, qui sont très très bons, mais qui coûtent cher, effectivement. Et qui, c'est ça aussi, c'est-à-dire que c'est du 9 to 5, même si c'est des prestataires, hein, le contrat est clair, c'est ça, et c'est bon. Et moi, ça me dérangeait un peu parce que l'une des choses, même quand j'ai des prestataires en Europe, je dis, je ne veux pas être un numéro client. Tu vois, c'est pas le client numéro 3, tu vois. Je veux quand même que le prestataire s'intéresse quand même un peu à mon business. Tu vois. Et c'est tout ça qui a fait que je me suis dit, l'Europe, c'est bien, mais ça me coûte cher. Les prestataires me coûtent cher. Chacun travaille sur, je dirais, une ligne donnée et il ne dépasse pas la ligne, sinon il faut payer encore plus cher. Donc il y a cette rigidité dans la prestation. C'est très rigide dans les prestations et tout. Ce que je peux comprendre d'ailleurs, c'est même pas un jugement, je peux comprendre parce qu'on est en Europe aussi. Donc il y a cette rigidité, moins de flexibilité aussi dans les relations. Et moi je me suis dit, bon, on va aller voir. Et effectivement, au Bénin aujourd'hui, il y a de la compétence qui est là. Il n'y en a pas beaucoup, mais c'est en train de se développer. Franchement, c'est en train de se développer. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont accès à une très bonne connexion Internet, notamment. Donc, le business en ligne, tout ce qui est dans le monde du business en ligne aujourd'hui
se développe très très bien et, du côté du Bénin, par exemple. Et pour moi, je pense que c'est l'une des forces des Américains. Aujourd'hui, c'est-à-dire ils ont les Filipinos, ils ont les Latino-Américains qui leur permettent d'avoir des gens très compétents, mais à des coûts aussi qui sont assez justes, j'ai envie de dire. C'est ça aussi, parce que beaucoup de gens pensent que non, c'est de l'esclavage, parce que les coûts sont moins chers. Non, on change de vie. Le SMIC au Bénin, les amis, c'est 75 €. Donc moi, quand je paye mes prestataires 900 € par mois, pour 50 heures par semaine environ, même si on fonctionne en forfait, je sais qu'ils sont très bien payés. Très bien payés. Mais je suis très content, parce que je sais qu'un Français m'aurait coûté pour le même type de prestation 5 000 par mois. Oui. Là, je paye 900. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Les gars, ils en font 10 au minimum par rapport à leur SMIC. Moi, j'économise, je divise par 5 la facture. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Eux aussi sont contents. Ils font un bon boulot. Et surtout, ce n'est pas dans la culture le fait de travailler en ligne, etc. Donc, ils ont cette flexibilité aujourd'hui. Donc, tout le monde est content. Et ça, sincèrement, par rapport à la France, je dirais, c'est beaucoup plus cette flexibilité qu'on a. Et aussi, il y a aussi une loyauté quand on trouve les bons éléments. Ce n'est pas partout. Il faut le dire quand même, l'idée n'est pas d'idéaliser, pas du tout. Il y a des gens aussi qui sont malhonnêtes, partout comme partout. Donc, mais quand vous trouvez la bonne équipe, les gens sont reconnaissants. Moi, je te dis, parfois, pour les chrétiens de l'équipe, les gens prient pour le business, pour te dire, tu vois. Ils vont à l'église, ils prient pour que ça marche, parce qu'on nourrit leur famille avec. Tu vois, et moi, ça me fait toujours un peu bizarre de voir que parfois les employés prient pour moi, quoi, tu vois. Excellent, ouais, c'est vrai que ça, t'auras jamais ça en Europe, à mon avis. Jamais ça, tu vois. Et les gens, encore moins en France. Voilà, les gens prient pour toi parce qu'ils se disent que c'est ça qui nourrit ma famille, tu vois. Et on prie pour que ça aille bien. Tu vois, qu'à un moment donné, j'étais malade, mais les gars, ils ont organisé des trucs pour prier pour moi, tu vois. T'avais tes anges gardiens. Voilà, donc il y a cette relation quand même qui est assez bien, qui je trouve assez saine. Hein, donc pour ceux qui ont la compétence, effectivement, l'envie d'apprendre aussi, et cette loyauté aussi. Et quand on trouve les bons éléments, aujourd'hui, tout mon business est géré, depuis Cotonou, Sénégal, Lomé, etc. Tout le business, littéralement. Même l'expert comptable, c'est à Cotonou. Après, il prépare tout pour l'expert pour Valentin, du coup, en Estonie, ici. Mais lui, il a déjà tout fait aujourd'hui en interne. C'est juste qu'il ne maîtrise pas le truc en Estonie, et sinon, il l'aurait même fait. Tu vois. Et il me coûte... avant, j'avais un administrateur en France qui me coûtait 1 500 €, qui gérait tout ça. Aujourd'hui, lui, il me coûte 250 €. Donc, il m'a fait diviser par 5 le coût. Donc, il prépare toutes les factures, tous les trucs. Il s'assure que Valentin a tout en ordre et qu'il n'y a pas de problème. Bon, Valentin, c'est le comptable que Maxence nous a recommandé. Exactement. Donc, il s'assure que Valentin a tout. Quand il y a un problème, c'est lui qui s'en occupe avec Valentin. Bon, il répond au mail. Bon, Valentin pense que c'est moi, mais c'est lui. Il est très réactif dessus. Et aujourd'hui, il prépare toute la comptabilité interne. Et il maîtrise la comptabilité française, pour te dire. Si j'étais en France, j'aurais peut-être même pas besoin d'expert comptable, quoi, parce qu'il maîtrise la comptabilité française, parce qu'il l'a appris justement à l'université aussi. Donc voilà, donc, comme c'est des pays francophones, il faut savoir que bon, les lois au Bénin ou les trucs, souvent c'est des copier-coller avec des modifications des lois françaises. Hein, donc c'est rapide pour eux de capter un peu la comptabilité française, de savoir comment marche l'URSSAF, etc. Ils le savent tous. Donc voilà, donc, pour moi aujourd'hui, ça a été un très bon choix. Et pour ceux qui veulent... en tout cas, développer leur business. Vous pouvez faire confiance, effectivement. Parfois, ça peut un peu de temps de trouver les bons éléments, mais quand vous trouvez, c'est terminé. Je pense que, comme tu l'as dit, ton équipe technique est là-bas depuis même des années. Ouais, depuis, on a démarré 2021, début 2021, donc fin 2020, 2021. Ouais. Donc, en tout cas, c'est très bien. Ça, c'est une très bonne expérience et ça se passe très bien aussi avec mes gars. Et concernant l'Estonie, le changement de climat, donc Bénin, 30 degrés, Estonie l'hiver, température négative, 0, -5, -10, -15, ce choc thermique, comment tu le sens? Ça va. Moi, je ne sors pas de chez moi. Oui, ok, donc tu es focus sur le business. Non. En fait, l'Estonie, pour moi, c'est beaucoup plus... Il n'y a pas grand-chose à faire en Estonie. Et franchement, l'Estonie, je pense que c'est l'antithèse de Dubaï. C'est vraiment ces entrepreneurs qui veulent être focus sur leur business, qui travaillent sur leur business, qui ne sont pas dans une mentalité bling-bling et tout, qu'on retrouve aussi en Estonie. Complètement. Et franchement, c'est des gens très très sympas. Bon, on est tous, tu habites à côté de chez moi, hein, sur la même ligne, sur Parlemente. On est tous sur la même ligne, donc on se connaît à peu près tous, on se côtoie tous, donc on voit à peu près la mentalité de ce type d'entrepreneur. Donc franchement, le froid, tout ça ne me dérange pas tant que ça. Je ne sors presque pas de chez moi. Quand je suis à Tallinn, vraiment, c'est pour m'isoler un peu.
pour être à fond sur le business, pour être à fond sur les process, etc., à fond sur les vidéos et tout. Bon, parce que c'est que quand je suis en Afrique, je suis extrêmement sollicité de partout. Donc la famille, l'équipe. Tout le monde veut te voir. Tout le monde veut te voir. Même depuis l'aéroport, déjà, on te reconnaît, donc tout le monde te dérange déjà. Donc voilà, tu vois. Donc il y a tout ça aussi qui fait que je suis beaucoup plus concentré quand je suis à Tallinn. Ouais. Et je kiffe, franchement, tu n'as pas besoin de voiture ici, tout est à 10 minutes, 15 minutes à pied. Moi, j'ai kiffé. Hein. Beaucoup de gens. Studio de podcast, 5 minutes, boum, on est là. Minutes, ouais, vraiment 5 minutes en voiture. Moi, j'ai beaucoup de gens qui avaient peur, qui me disaient même mais Alain, est-ce que les Estoniens ne sont pas racistes? Mais est-ce que tu es sûr que. Tu es noir, hein? Est-ce que tu es sûr? Et moi, ça a été quelque chose quand je venais, j'avais cette boule au ventre de me dire mais est-ce que je vais même trouver un appartement à louer? Je me suis posé la question. Franchement, parce que je dis que à Paris, parfois, il y a souvent du faciès, on regarde un peu, ils sont un peu tatillons, ils cassent les couilles, excusez-moi l'expression. Donc, j'avais ce truc dans le ventre. Je suis venu en Estonie, ils m'ont dit, tu gagnes combien? Ok. Voici l'appartement. C'est assez simple. C'est simple. Ils n'ont pris 0 document. Je n'ai rien remis. Ils n'ont pas ma fiche de paye, ils n'ont rien de moi, pas mon ID estonien et tout. Et toutes les agences dans lesquelles je suis passé, même après quand je suis venu, parce que j'avais booké des rendez-vous avant de venir. Bon, comme tu l'as dit, booker les choses avant de venir, etc. Donc, j'avais booké des rendez-vous avant de venir. Donc, j'ai fait un peu 3 visites environ d'appartements avant de choisir mon appart. Mais c'est free, quoi. Les gens sont free. Donc souvent, les gens me disent, mais tu es parti foutre quoi? On nous dit que les pays de l'Est sont racistes, ils vont te lyncher. Je dis, mais les amis, l'Estonie, c'est chill. Hein? Tu fais ton truc, personne ne te casse les couilles. Je n'ai pas senti un seul moment, un regard ou quelque chose où je me dis, non, je me sens pas bien. Non, tout le monde est hyper sympa en Estonie. Tu fais ton truc. Franchement, moi, je kiffe. J'adore l'Estonie. J'ai aucun problème avec l'Estonie. C'est mon expérience. Peut-être que d'autres auront d'autres expériences. Hein, peut-être. Je ne sais pas. Je ne suis pas salarié pour savoir comment ça marche. Mais moi, aujourd'hui, l'Estonie, c'est une expérience très, très positive. Et je peux dire, s'il y a des entrepreneurs africains, noirs, qui sont en France, qui ont envie de migrer, qui doutent un peu, parce qu'il y a souvent ça. Hein, est-ce que les amis, venez en Estonie, il n'y a aucun problème. La dernière fois, j'ai rencontré un groupe de Nigérians. Ici, ils ont leur belle vie, le best life en Estonie. Ils n'ont aucun problème. Donc voilà, c'est un pays très accueillant. Voilà, ils veulent des entrepreneurs. Ils font leur boulot, donc vous faites votre boulot. C'est ce que j'ai compris en Estonie. C'est un pays qui fait son boulot. Vous faites votre boulot. Fin. Il n'y a pas d'autre chose. Ils n'ont pas le temps, quoi. Ils ont d'autres choses à faire. Merci Alain. Le petit mot de la fin en béninois. Qu'est-ce que je peux dire maintenant? Tu peux dire bonjour, comment ça va, merci et à très vite. Ça sera bonjour en béninois, on dit Afongandia. Afongandia. Est-ce que tu t'es bien réveillé? C'est ce qu'on dit quand même. Est-ce que tu t'es bien réveillé? C'est Afongandia. Je m'en souviens pour impressionner les membres de mon équipe. Tu vas l'oublier tout de suite. On rigolait. Afongandia. Après ça, tu as dit bonjour, comment ça va? Comment ça va aussi? C'est à peu près, c'est Allogandia. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que ça va? Est-ce que tu vas bien? Allogandia. Donc c'est à peu près ça. Bonjour, Afongandia. Même Afongandia aussi, on peut l'utiliser que comment ça va? Est-ce que ça va? Etc. Merci par contre. Merci. Et dans Chenui. Parce que parfois, c'est pas évident de faire la traduction. Il n'y a pas de traduction littérale, en fait, tu vois. Il n'y a pas de traduction littérale, tu vois, de la langue et tout. Donc, Enan Chenui, merci. Enan Chenui Kaka, merci beaucoup. Et à très bientôt. Et Isandi. Merci d'avoir suivi ce podcast. Donc, si vous êtes sur l'une des plateformes, donc merci par avance de mettre une note 5 étoiles, que ce soit sur Spotify ou la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et si vous êtes sur YouTube, on vous remercie par avance de liker, partager et dites-nous si vous êtes jusqu'ici, évidemment, votre retour par rapport à cela. Donc, merci à toi, Alain. Maxence. Et retrouvez, on mettra aussi dans les commentaires un exemplaire de ton livre, le guide du e-commerce. On a la même maison d'édition, maison d'édition Jigji, comme ça, c'est parfait. Donc, merci beaucoup, Maxence. À très vite. À très vite. Et au plaisir pour la suite. Vive les entrepreneurs!